Bonsoir à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette conférence en vidéo, qui est organisée donc par l'Appel du Val d'Oise. Un grand merci à vous de prendre le temps d'être présente, vu que le sujet qu'on va aborder nous concerne tous en tant que parents, éducateurs, accompagnateurs de nos enfants sur ce chemin de la vie. Grandir tout un programme, le titre de cette conférence résume bien l'aventure qui se joue sous nos yeux avec nos enfants, parfois fascinante, parfois déstabilisante, mais toujours essentiel. De 3 à 18 ans, nos enfants évoluent physiquement, psychologiquement et émotionnellement. Ils développent leur autonomie, apprennent à prendre des responsabilités, et nous, en tant que parents, on s'interroge, comment les accompagner au mieux, quels sont leurs besoins réels à chaque âge, et jusqu'où et comment on doit les guider, mais sans freiner leur développement. Donc pour mieux nous aider à comprendre ces étapes cruciales et à trouver des repères, nous avons la chance d'accueillir Sophia Brulé, qui est notre psychologue rattaché à la direction diocésaine du Val d'Oise, que je remercie que je remercie pour sa présence et son expertise ce soir. Et avant de lui donner la parole, je vais vous laisser entre les mains d'Orlan, effectivement, qui va vous reparler des modalités pratiques de la conférence. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Benoît. Alors effectivement, je vais vous partager quelques consignes pour le bon déroulement de la soirée. Ne vous affolez pas, rien de bien compliqué. Juste, je vous signale que cette conférence est enregistrée. Un replay sera disponible la semaine prochaine auprès de vos présidents d'appel. Vos micros et caméras sont coupés, c'est normal, mais sachez que le chat est à votre disposition. Vous pouvez poser toutes vos questions au fur et à mesure que la conférence se déroulera. Nous savons que vous aurez beaucoup de questions. C'est pourquoi ce soir, nous avons Stéphanie Lapenat, qui est chargée de mission à l'appel départemental et qui se fera le relais sur ce chat. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir à tous. Et puis pour aller plus loin, je vous invite vraiment à contacter votre appel d'établissement pour être mis en relation avec votre référent information et conseils aux familles. Ainsi, il pourra répondre à toutes vos questions qui seraient un petit peu plus particulières. Sophia, merci à toi de relever cette mission. Si tu es prête, je te laisse te présenter et puis Merci. peut-être commencer sans attendre. D'accord, très bien. Merci à toi, merci à vous tous. Sophia Brulé, donc je suis psychologue. Effectivement, je travaille en collaboration avec la direction diocésaine du Val d'Oise. J'interviens, sur les différents établissements, du Val d'Oise à la demande des chefs d'établissement, des enseignants ou des professeurs, ça dépend des demandes, pour, différentes, missions comme des bilans psychométriques, des entretiens, des observations en classe. Et en parallèle, j'ai mon activité libérale et je suis formatrice également. Voilà. Du coup, effectivement, nous sommes ensemble ce soir pour une conférence, sur, donc comment accompagner, hein, nos enfants vers l'autonomie et la responsabilité, mais aussi les grandes étapes du développement. Et alors je vais vous présenter effectivement les différentes étapes et l'idée aussi, c'est de répondre à vos questions. Puisque je pense que je vais aborder, plusieurs notions et plusieurs sujets et je pense qu'à la fin, vous allez avoir des questions et l'idée, effectivement, c'est de pouvoir vous apporter, un maximum de réponses, ce soir. Alors, je vais tenter de partager hop, super. Bon, bah, je vais commencer donc. Du coup, effectivement, conférence sur le développement de l'enfant de la naissance à l'adolescence. Donc, comment accompagner l'autonomie et la responsabilité de nos enfants de 0 à 18 ans. Donc c'est un large sujet. J'ai condensé un petit peu, hein, cette thématique et je vais vous présenter différents points. Alors, l'objectif en fait de cette conférence, effectivement, c'est d'évoquer un petit peu le processus évolutif, hein, qui s'étend de la naissance à l'âge adulte. Donc effectivement de 0 à 18 ans pour l'évolution de nos enfants. Et effectivement, chaque période de développement apporte des défis, à nous en tant que parents et notamment, dans le cadre des apprentissages également. Hem, Nous allons aborder les grandes étapes du développement de 0 à 18 ans, les principes éducatifs clés pour accompagner l'enfant vers l'autonomie et la responsabilité. Et j'ai rajouté, voilà, il y a 3 piliers cachés du développement de l'enfant qui sont importants, c'est le jeu, le sommeil et les relations sociales. Alors, première partie, les grandes étapes de développement de 0 à 18 ans.
Alors, nous allons commencer sur la première étape du développement qui est de l'âge de 0 à 3 ans et c'est l'étape de l'éveil de l'autonomie. Alors, cette étape concerne l'attachement et la sécurité affective. Donc à cet âge, le développement passe essentiellement par l'attachement aux figures parentales, c'est-à-dire que, effectivement, le bébé a besoin de réponses, a besoin de votre présence et développe un lien d'attachement, auprès de ses parents et auprès des figures de référence. Cette étape est importante puisque le bébé qui se sent en sécurité, donc l'enfant en bas âge, explore plus facilement le monde qui l'entoure. Il a vraiment besoin, de votre présence pour pouvoir, comment dire? Explorer ce monde et également de votre bienveillance pour pouvoir, comment dire? Assouvir ses besoins, hein, tout ce qui est faim, sommeil, réconfort, pour pouvoir construire ce sentiment de sécurité, intérieure. Et ce qui est important sur cette phase, sur cette étape, c'est vraiment de répondre le plus rapidement aux pleurs, de cet enfant en bas âge et le fait de répondre rapidement lui permet de lui montrer qu'il peut avoir confiance en son entourage. Donc ça, c'est vraiment important. Effectivement, le bébé qui est sécurisé, va développer une base solide, pour explorer son monde, mais aussi pour, par la suite aller à l'exploration. Donc l'exploration effectivement, c'est la deuxième, hop, la deuxième étape. Donc vers 6 à 12 mois, l'enfant qui a justement reçu les bases, les bonnes bases, se sent en sécurité. Plus l'enfant, heu, va avoir des bases solides, plus il va, aller vers une exploration et du coup vers, comment dire? Vers la découverte du monde, tout simplement. Donc, vers 6 mois, l'enfant va commencer à, attraper, mordre, secouer des objets, pour comprendre leur fonctionnement, hein. C'est toute la partie exploration, hein. Et quand on lui offre un environnement sécurisé, eh bien, effectivement, cet enfant ça va lui permettre de favoriser son développement sensoriel et moteur. C'est-à-dire plus on va effectivement, sur la première phase, hein, donc toute la partie attachement sécurisé, plus il va se sentir sécure, plus il va aller, avoir, je me trompe, il va explorer, il va tenter d'explorer, en fait, son environnement pour aller plus loin. Donc effectivement, ça passe par, l'exploration au niveau des jouets, mais aussi, au moment, comment dire? Quand il va commencer à ramper, quand il va vouloir bouger, peut-être se mettre debout et aussi. L'idée sur cette étape, c'est vraiment de le laisser découvrir. C'est vrai l'exploration avec la découverte, c'est très, très important. C'est-à-dire qu'il a besoin de découvrir différentes, choses, notamment, par exemple, les textures. C'est pour ça que d'ailleurs on connaît tous, hein, les différents jouets qui sont mis à disposition, hein, des parents ou qui sont dans les commerces, hein, avec différentes textures puisque justement les différentes textures permettent à l'enfant de développer en fait, hein, sa sensibilité sensorielle et du coup, c'est très, très important pour eux, voilà, la découverte des textures, mais également le son, donc tout ce qui est auditive, hein, la découverte des différents sons. Donc voilà, faut pas hésiter à leur mettre de la musique, ne pas hésiter effectivement, à les sortir dans des endroits un petit peu, comment dirais-je? Bruyant avec, la possibilité du coup d'être captivé par différents sons. Ça, c'est très important et également, donc d'explorer des objets. Donc là, les objets, il va tester. Bien sûr, il faut que ça soit des objets qui ne comment donc pour lesquels il n'y a aucun risque. Mais c'est important. L'exploration est vraiment importante pour, stimuler sa curiosité. Plus il va explorer, plus il va être curieux et plus il va vouloir découvrir et plus il va être, dans un mouvement, d'exploration et de curiosité. Donc ça, c'est très, très important. C'est une période également où, se présentent les premiers choix et le nom, le fameux nom, hein, qui arrive vers 18 mois, 2 ans. Donc effectivement, l'enfant commence à affirmer ses premiers choix. Hein, je veux ceci, je veux pas cela. Voilà, l'enfant teste un petit peu, hein, son influence sur son environnement et pouvoir, comment dire? Dire non pour tester son pouvoir sur son environnement.
D'accord? Donc là, comment dire? C'est une période qui est pas toujours évidente, pour les parents, parfois on ne sait pas trop comment réagir face à un non. Là, j'ai essayé un maximum de vous mettre voilà, des petits conseils, hein. Donc par exemple, comment réagir? Effectivement, on peut aussi, pour toute la notion choix, c'est surtout lui donner des choix limités. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous laissez un panel de choix, ouvert, votre enfant va pas apprendre à vraiment choisir puisqu'il va pas savoir, en fait. Il a besoin quand même d'un cadre et du coup, sur la notion de choix, il faut vraiment, lui donner des choix limités. Comme j'ai mis sur le slide, c'est: «Tu préfères t'habiller en bleu ou en rouge?» Voilà, c'est une question, basique, hein, du quotidien, mais c'est important, en fait, de limiter le choix pour qu'il puisse comprendre en fait que, bah, c'est à lui de choisir et que le choix est entre 2 choses en fait, hein, pas plus. Donc c'est donc lui donner des choix simples. Ça peut être donc: tu préfères t'habiller en bleu ou en rouge, ça peut être: tu préfères une pomme ou une banane. Voilà, c'est vraiment, le laisser en fait lui permettre de se sentir acteur de son choix aussi. C'est très important, hein, ça rentre vraiment dans l'éveil de l'autonomie, le fait de pouvoir le laisser acteur de son choix, même à 18 mois, à 2 ans, mais pour le coup, un choix limité. D'accord? Hem alors, donc voilà, ça c'est pour, la première étape. Je suis en train de regarder, en même temps, j'avais mis des petites notes à côté pour pas oublier, si j'ai d'autres choses à vous rajouter, mais normalement la première étape est plutôt, voilà, plutôt claire. Deuxième étape, ça va être ah non, non, avant la voilà, j'ai mis un petit exemple. Alors, pour l'éveil de l'autonomie, pour les 0-3 ans, j'ai mis un exemple concret. Donc c'est un bébé, de 2 ans qui veut faire tout seul, qui veut tout faire tout seul en fait. Par exemple, monter les escaliers, manger, s'habiller. C'est normal, hein, il a certainement effectivement reçu, la sécurité nécessaire à sa curiosité, à son exploration. Du coup, cet enfant épanoui veut aller explorer tout seul et du coup faire les choses seul. Donc notamment monter les escaliers, manger, s'habiller. Mais ses parents, comme nous tous, on est tous passés par cette étape-là, ses parents ont peur qu'il se salisse ou se blesse. Alors, ce qu'il faut faire, effectivement, il faut être conscient déjà, hein, de cette peur qui nous habite et pouvoir effectivement, savoir y répondre. Comment je réponds à mon enfant? Qu'est-ce que je dois faire pour lui permettre quand même, d'accéder à une certaine autonomie dans une certaine mesure et de lui permettre quand même d'explorer son environnement sans se faire mal? Donc, plutôt que d'interdire, il faut vraiment, comment dire? L'accompagner. L'accompagner dans tout ce qu'il va, entreprendre, en effectivement lui précisant que vous êtes là, que s'il a besoin d'aide, bah, vous êtes pas très loin et ça, c'est très important, comment dire? De lui permettre d'explorer, mais tout en comptant sur vous parce que vous êtes pas très loin. Voilà, il sait que, il y a toujours une personne ressource qui est présente pour lui s'il se passe quoi que ce soit et c'est vraiment comment dire? Cette présence, hein, qui va lui permettre de se sentir, capable en fait d'explorer. Parfois on a tendance effectivement, j'ai mis au lieu de dire: «Tu es trop petit pour faire ça». Effectivement, on a tendance à toujours, hem, comment dire? Exprimer l'incapacité de l'enfant à faire. Sauf que il y a beaucoup de cas où l'enfant est en capacité ou à explorer ou à tester de nouvelles choses, sauf que c'est nous, en tant que parents, qui avons peur et du coup, voilà, on est un petit peu réticents et on va plus, heu, on va plus préférer lui dire: «Maman, tu es trop petit» ou «C'est pas de ton âge», plutôt que d'être là et l'accompagner à faire les choses. Hem, je crois que si je fais
je crois que c'est au Danemark, si je me trompe pas, ou en Suède, où les enfants, en fait, d'ailleurs même dans les écoles, hein, ils ont la capacité d'explorer leur environnement. Si je me trompe pas, ils montent dans les arbres sans problème, mais toujours sous la surveillance des enseignants ou des responsables, des adultes présents dans la cour. Et ils ont toute une exploration comme ça, où ils sont en capacité, effectivement, de par leur curiosité, d'aller explorer un petit peu ce qui se passe dans la cour. Donc, ils savent très bien qu'ils ont le droit de monter aux arbres, ils ont le droit de passer au-dessus de la barrière, mais toujours sous la surveillance d'un adulte, en sachant que s'il y a un problème, de toute façon, l'adulte sera là. Alors, deuxième étape, c'est l'étape des 3-6 ans. Donc là, on commence avec l'affirmation de soi et l'apprentissage des règles. Effectivement, c'est une étape où le langage le langage se développe, et aussi la pensée symbolique. Là, sur cette étape, l'enfant commence à poser de nombreuses questions, à exprimer ses idées. C'est vraiment, cette période où, dans le cerveau d'un enfant, il y a plein d'idées, plein de pensées qui foisonnent, et du coup, automatiquement, il est, à poser de nombreuses questions, et pourquoi et comment, et voilà, c'est vraiment l'étape des 3-6 ans. Un enfant, par exemple, un enfant de 4 ans peut très facilement, se créer des histoires imaginaires. On en a beaucoup, hein, des petits qui se créent des histoires imaginaires, et éventuellement aussi, même des amis imaginaires. Et parfois, ça peut être aussi, dans le cas où on leur pose une question, comment ça s'est passé à l'école, ou comment te sens-tu, ainsi de suite. Et l'enfant, va, nous créer une histoire imaginaire pour expliquer quelque chose de très compliqué, qui lui paraissait très compliqué. Voilà, il va préférer passer par l'imaginaire pour pouvoir l'expliquer. Hem, donc voilà, donc l'enfant parle mieux, exprime aussi ses émotions avec plus de précision, hein. C'est plus facile pour lui de dire, ça va pas, comment je me sens», même si, bon, il y a un accompagnement à avoir aussi, de la part de l'adulte à ce niveau-là. Et il comprend les règles, mais a encore du mal à les respecter sans qu'on lui rappelle, hein. C'est normal, c'est une étape qui est pas évidente. Voilà, c'est l'âge où l'enfant découvre les règles du monde social et où son autonomie progresse rapidement. D'accord? 3-6 ans. D'ailleurs, sur cette étape, il est important, de mettre en place, des routines claires pour votre enfant. C'est-à-dire, c'est l'étape où l'enfant va commencer à comprendre qu'il faut, respecter, un certain schéma ou des certaines routines, parce que alors déjà pour, l'organisation familiale, ou bien, aussi à l'école, mais aussi, parce que votre enfant à cet âge-là a besoin de repères. Voilà, il a besoin de repères, il a besoin d'un cadre, et donc faut ne pas hésiter à mettre des horaires fixes pour le coucher, pour le repas, pour les jeux, voilà, ça leur apporte vraiment une stabilité, une sécurité. Le cadre est très, très important. Un cadre, ferme, bienveillant, mais permanent. C'est-à-dire, on ne revient pas sur les règles qui ont été, instaurées par la famille, ou par exemple à l'école, la maîtresse, mais voilà, on explique à l'enfant pourquoi les règles sont fixées. Sophia, Oui, Sophia, excuse-moi, j'ai une petite question. oui, je t'en prie. Est-ce que, tu sais, bien souvent, Alors, on nous dit, que les enfants sont angoissés, peur du noir, peur de la séparation, et cetera. Est-ce que c'est aussi dans cette tranche d'âge-là? oui, oui, parce que c'est à ce moment-là où ils ont justement cette fameuse pensée symbolique, où Heu, ils se rendent compte déjà de par la partie exploration qu'ils ont eue juste auparavant, et maintenant ils se rendent compte de l'immensité du monde, et de cette capacité aussi, d'explorer, hein, mentalement tout ce qui se vit. Et du coup, c'est à partir de là, effectivement, où il y a, une création imaginaire qui peut être présente. Et puis aussi de par, justement toute la partie émotionnelle, hein, tout ce qui se vit, sur la période 3-6 ans, hein, il y a l'exploration, on rentre à l'école, on découvre
de nouveaux camarades. Justement, il y a des règles qui sont imposées. On découvre, comment dire, toute la partie scolaire, hein, donc la maîtresse, les règles de l'école. Donc toute cette partie-là, en fait, est, comment dire? C'est une période très intense, hein, pour les enfants et bien souvent, si l'enfant n'arrive pas à si c'est un enfant qui est plutôt, comment dirais-je? Plutôt, secret, ne va pas vraiment parler de ce qu'il vit, automatiquement, c'est l'imaginaire qui va reprendre. Ça va être, alors ça peut être passé par des rêves, ça peut passer par des cauchemars, ça peut passer par en fait, de toute façon, il faut que ça sorte d'une certaine façon et donc si ça passe pas par la parole auprès d'un enfant, auprès d'une personne de confiance, ça va être amené comment dire? Par des rêves, par des cauchemars, une expression d'émotion parfois un peu fulgurante, hein, c'est la période aussi où, on peut avoir des colères, on peut, j'ai souvent des parents qui disent, «Oui, ça a été une période très difficile puisqu'il y a eu l'intégration à l'école, mais aussi toute une période de colère et de gestion de la colère avec mon fils qui a été ou ma fille qui a été très compliquée, à ce moment-là». C'est parce qu'il y a un cumul, de nouveautés, voilà, de choses qui comment dire? Voilà, donc qui est acquise, hein, au quotidien et Mmh. du coup, voilà, est-ce que je réponds à ta question? Oui, oui et du coup, enfin, je te pose cette question parce que parfois j'entends, des parents me dire, «Il a un peu tendance à nous manipuler». Mmh Mais mh. du coup, concrètement, voilà, on parle vraiment pas de manipulation à cet âge-là, mais vraiment des choses liées aux angoisses, Oui, hein et à cette capacité à apprivoiser finalement les émotions et l'imaginaire. oui, tout à fait. C'est ça. C'est que, là, pour l'instant, ils sont pas trop dans la maîtrise de leur imaginaire, hein. Ça vient Mmh. tout seul, en fait. C'est vraiment une création, c'est-à-dire comment dire? Leur imaginaire se développe, donc du coup, eux, ils ne font que découvrir et puis d'explorer finalement, hein. Mais non, pas vraiment de manipulation. Je pense que derrière ça, ce qui peut se jouer, c'est effectivement, toute cette nouveauté qu'il y a, hein. C'est pas évident pour un enfant d'intégrer, l'école, d'intégrer des apprentissages, d'intégrer des règles, et du coup, ce qui se passe, c'est que cet enfant, s'il n'arrive pas à exprimer ce qu'il vit et si c'est difficile pour lui, automatiquement, ça va générer, une opposition Mmh. ou bien ça va générer des frustrations, des colères et les parents peuvent se dire: «Ah mais il le fait exprès». En Mmh. fait non, c'est juste un trop-plein. C'est juste, il faut vraiment discuter avec votre enfant, vraiment lui alors pas trop lui poser de questions parce qu'en général les enfants n'aiment pas trop quand on leur pose trop de questions et qu'on rentre un petit peu dans leur, justement dans ce côté, ce cocon, hein, qu'ils sont en train de construire. Mais plutôt être dans un partage de réflexion, ça peut être au moment du repas, voilà, en fait, faut les guider aussi, il faut leur Mmh. montrer l'exemple, hein. C'est que papa et maman, on Ouais. arrive, on peut parler de ce qu'on a vécu et du coup, l'enfant va aussi peut-être exprimer ce qu'il a vécu dans la journée. Voilà, Oui, plutôt que le d'être un mimétisme émotionnel, c'est quelque chose, qui fait sens, en fait. oui, ouais, c'est C'est-à-dire ça. dire à son enfant: «Bah, aujourd'hui, j'étais en colère parce qu'il s'est passé ça», Oui, c'est peut-être l'inviter à exprimer lui aussi son volet émotionnel. c'est tout à fait ça Mmh. et à tout âge, vraiment à tout âge, hein. Je reçois parfois, des ados ou des enfants un peu plus âgés, qui n'ont pas cette capacité d'exprimer leurs émotions et quand je fais un travail avec la famille, bah, je me rends compte qu'en fait la famille également, en fait, n'exprime pas, en fait, ils ont pas appris. En fait, ça et c'est pas s pour certains, c'est assez simple, c'est l'expression des émotions, même c'est très intense et pour d'autres, en fait, ils sont complètement, fermés, ils n'arrivent pas à exprimer de ce qu'ils vivent et il y a une idée aussi sous-jacente, c'est-à-dire que bien souvent, j'ai beaucoup de familles qui me disent: «Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas envie d'embêter nos enfants avec nos problèmes ou avec nos émotions». Ils Mmh. ont l'impression que, s'ils expriment pas ce qu'ils vivent, que ça soit une tristesse, une colère, ils ont l'impression de protéger leur enfant et du coup, de minimiser un petit peu la situation. Sauf que, c'est
Moi, je vous le dis, c'est sûr, l'enfant, n'a pas besoin de paroles pour comprendre que vous allez mal, que vous êtes triste Mmh. ou que vous êtes en colère. Il le perçoit, il le ressent et ce qui est plus néfaste, c'est si vous lui en parlez pas, c'est que lui va se faire ses propres scénarios justement. Il va se dire: «Tiens, maman, elle est triste, qu'est-ce qui se passe?» ou bien: «Papa, ça va pas, il est en colère, qu'est-ce qui se passe?» et ils vont eux-mêmes faire leurs propres hypothèses et du coup, ça va engendrer des inquiétudes supplémentaires. Mmh. Alors que D'accord. parfois, il suffit simplement de parler de sa tristesse. Ben voilà, je suis triste aujourd'hui. Parfois, je sais pourquoi. Là, je sais pas pourquoi. Et parfois, il y a des situations qui sont difficiles, hein, dans la vie. Mais vraiment, ça passe par la communication de ses émotions et l'enfant, effectivement, va être dans le mimétisme. Alors Vra avant que tu continues, peut-être Oui, qu'on a une question sur le chat, oui. Stéphanie? Oui, on a une question. Quand on parle des gestes archaïques, à quelle période de la vie cela fait-il référence? Les gestes archaïques, ouh là! Le Moi, je pense que c'est la première période, hein. Ça va être, vraiment, 0-3 ans. C'est vraiment des gestes, les tout premiers gestes, en fait. Il y a pas de ceux qui sont quasiment sans contrôle, en fait. Il y a pas de pensée enfin, il y a pas de volonté derrière. De conscience? Pas de conscience, oui, c'est ça. Oui, C'est pour ça, oui. d'accord, Ouais, oui, tout à fait. merci. Parce Voilà. qu'effectivement, dans certaines thérapies, on invite à retourner vers ces gestes archaïques. Oui. Voilà et donc c'est souvent un sujet qui revient. Complètement, c'est vrai. C'est vrai, j'ai une petite anecdote, bon, je vais parler un peu de moi, mais c'est pas très grave. Mon fils avait, je crois que 7-8 ans et on m'a conseillé d'aller voir une kinésiologue, justement parce qu'il avait un trouble du langage. En fait, un trouble pas sévère, hein, mais il avait du mal à formuler ses phrases et ainsi de suite. Je me rends au rendez-vous avec cette kinésiologue et elle m'explique qu'effectivement, il y a une étape dans sa vie où elle s'est pas complètement, comment dire? Elle a pas été aboutie et je lui demande du coup, on explore et je lui demande laquelle et en fait, c'est que mon fils est passé de la position assise à la position debout. Il n'a jamais rampé et elle m'expliquait que le fait de ramper, c'était très important. Un enfant qui rampe développe justement, certains, je dirais, circuits neuronaux qui permettent effectivement, de développer la sphère du langage. Moi, je n'étais pas au courant du tout de ça et il s'avère que, mon fils pendant, je crois si je ne me trompe pas, ça a dû faire plus de 3 semaines et il faisait des exercices, il rampait. Il était obligé tous les jours pendant 15 minutes à l'âge de, je dis 7-8 ans, de ramper avec des exercices vraiment précis, hein. Fallait, des exercices en tirant sur ses mains pour avancer comme un bébé qui rampe ou bien se mettre un petit peu comment dire? Un soldat, vous savez, qui avance avec les bras, devant, voilà et ça a changé énormément de choses. Vraiment, vraiment, ça Mmh. a changé énormément et j'avais pas, voilà, j'avais pas cette notion-là. Donc Merci. effectivement, voilà. Merci. De rien. Alors, 3-6 ans, on continue. Alors 3-6 ans, c'est aussi l'affirmation de soi et l'apprentissage des règles, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les règles sociales, l'enfant comprend mieux les consignes, l'apprentissage des routines, des responsabilités. D'ailleurs, l'enfant, à ce moment-là, peut commencer effectivement à prendre en charge de petites responsabilités. C'est à ce moment-là où moi j'aime beaucoup, hein, travailler sur les responsabilités avec les enfants, même en bas âge. C'est-à-dire qu'il peut faire certaines choses. Bah, ranger ses jouets, s'habiller seul, mettre la table, accompagner, bien sûr, hein. On est toujours avec l'idée, de la supervision, hein, du parent, rassurant. Mais on peut, c'est pas on n'est pas dans une imposition, c'est-à-dire on va pas, enfin, comment dire? Ça va pas être un ordre, ça va être vraiment un partage. C'est-à-dire quand, on va lui inculquer effectivement qu'il est en capacité de ranger ses jouets. «Je suis à côté de toi, je peux ranger en même temps que toi, tu peux t'habiller, je suis pas très loin si tu as besoin de moi». Pour mettre la table, en général, on peut être à plusieurs. «Tiens, moi je vais mettre les couverts, toi tu vas mettre les verres». Voilà, c'est vraiment cette période où, il faut commencer à l'inclure sur des petites responsabilités, mais vraiment de 3 à 6 ans. Il y a pas plus 6 ans que 3 ans, hein. Vraiment, c'est vraiment toute la période
Dans cette partie-là aussi, il faut, l'enfant comprend mieux, donc je disais les consignes, mais aussi, mais ça nécessite des rappels. Par exemple, tout ce qui est routine, bain, repas, se coucher, se laver les dents, en fait, votre enfant, intègre progressivement ces consignes et a besoin de rappels systématiques. Parfois, on dit: «Ouais, mais il le fait exprès». En fait, il sait qu'il doit aller se laver les dents, mais il le fait pas. Si c'est dans la période des 3-6 ans, c'est normal. Alors attention, 3-6 ans, ça peut les périodes, elles peuvent bouger, hein. Ça peut être 3-7 ans, ça peut être, voilà, ça dépend vraiment des enfants, hein. Je voulais le préciser au début de la conférence. Ça, c'est des, on va dire, c'est des normes en fait, hein, qui sont proposées, qui ont été identifiées, hein, avec des étapes et des âges. Mais il faut comprendre aussi que chaque enfant a sa propre personnalité et comment dire? Sa propre évolution. Donc il se peut que des enfants, voilà, aient besoin, n'évoluent pas de la même façon au même âge. Donc c'est, donc important de comprendre que les routines, comment pas, c'est pas les routines, les routines, il faut qu'elles soient, de toute façon structurées et proposées à l'enfant et surtout rappelées, hein. C'est important, les consignes, il faut qu'elles soient rappelées. Il faut aussi, l'aider à structurer son quotidien, c'est-à-dire effectivement avec ces fameuses routines. Je rentre le soir, je tire mes chaussures, je tire mon manteau, je range mon cartable pour les plus grands, je range mon sac pour les plus petits. Voilà, c'est vraiment l'aider à structurer, ce quotidien et en structurant ce quotidien, en fait, ça va, comment dire? Lui permettre de mieux accepter les limites. C'est-à-dire que, si on structure pas le quotidien, l'enfant va pas va pas savoir où sont les limites, va pas comprendre ce qu'il a le droit de faire ou pas faire, ou dans quelle mesure il a le droit de faire ou ne pas faire. Et donc ça, c'est très important à comprendre, des routines claires avec une structure, avec des rappels pour mieux accepter les limites. Donc voilà, oui. C'est une période où aussi il faut vraiment encourager, vos enfants, hein, j'ai noté bonne pratique, encourager en valorisant les efforts, pas seulement les résultats. Donc bravo, tu as essayé de lasser tes chaussures. C'est-à-dire que c'est une période très, très, très importante pour eux. Ils vont apprendre tellement de choses et ils ont vraiment, vraiment besoin de vos encouragements. Même si c'est pas très bien fait, mais au moins de dire: «C'est bravo, tu as essayé, tu as essayé, tiens, je vais t'aider, on va le refaire ensemble si c'est mal fait. Mettre son manteau, essaye, mets-le tout seul. Si tu as vraiment besoin de moi, je viendrai t'aider». Ça peut être aussi mettre la table. Mettre la table, c'est, par exemple, mettre les assiettes. Si une assiette, elle est un peu de travers, le verre est pas en face, c'est pas très grave. Faut juste les encourager, lui dire: «Bravo, bravo, tu as réussi à mettre la table, bravo, tu as fait tes lacets». Vraiment les encourager, c'est vraiment très, très important. Parce que faut les féliciter pour leurs efforts et plus vous allez les féliciter, plus eux vont se sentir valorisés et plus ils vont avoir envie de continuer et de progresser et de faire aussi des choses au quotidien. C'est très important. Hem, alors attendez, non, je crois que j'ai oublié un truc. Non, voilà, c'était ça, hein, c'était le développement de l'autonomie quotidienne aussi, hein. C'est ce que je vous ai dit, mais j'avais pas, voilà. Alors, très important effectivement, c'est l'accompagner sans faire à sa place. Ça, c'est un élément que j'ai noté, hein, sur ma petite note à côté. Accompagner sans faire à sa place, ça lui permet aussi de lui donner confiance en ses capacités. Je suis confrontée souvent, à des adultes, peu importe que ce soit, au sein des écoles, au sein des familles, où, bien souvent les parents vont faire à la place de l'enfant. Vont faire à la place de l'enfant, soit parce que, bah, le matin, on est pressé, on n'a pas le temps, donc c'est moi qui vais habiller mon enfant, c'est moi qui vais mettre son manteau, qui vais mettre ses chaussures. Ça peut être aussi, au sein au sein de la classe ou de l'école parce que, bah, la maîtresse, elle a aussi un timing. Voilà, il y a une certaine,
il y a un certain, comment dire, enchaînement à respecter et du coup, on a tendance à faire à la place de vos enfants, à la place des enfants surtout qui sont peut-être un peu plus lents. Il y en a certains qui sont un peu plus lents et du coup, on a tendance à faire à la place, sauf que pourquoi pas 1, 2 fois quand on est, un peu pressé. Le souci, c'est que c'est une habitude qui s'instaure et du coup, on le fait souvent, parfois même trop souvent et l'enfant, soyons clairs, il va se laisser faire. Clairement, il se laisse faire. J'ai pas vu beaucoup d'enfants, bon, à part pour ceux qui sont très autonomes et qui sont voilà, mais il y a beaucoup d'enfants qui disent: «Bah non, maman s'occupe de moi, donc je laisse faire». Ça peut être aussi, je vois des mamans porter les cartables des enfants. Non, c'est son cartable, c'est à lui de le porter, c'est à lui d'aller voilà, c'est lui l'élève, c'est lui qui se rend à l'école, voilà. Donc ça, c'est très, très important de faire attention à le laisser, faire les choses, l'encourager, le féliciter et ne pas faire à sa place. Vraiment, hein et Tu veux voilà. dire qu'à ce moment-là, ce qui se joue, c'est la confiance en soi, l'estime de soi? Oui, complètement, complètement. Ben oui, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là aussi où toute cette, comment dire? Cette sphère justement de la confiance, de l'estime en soi. L'estime en soi, c'est la confiance en ses capacités, en mes capacités de faire. Si Mmh. je suis pas en mesure de faire si je le fais pas par moi-même, à aucun moment je vais évaluer mes capacités et du coup parce que, ben, un enfant est capable de dire: «Ah bah, j'ai réussi». Mmh. Si c'est la maman ou si c'est le papa qui fait ou la maîtresse ou un adulte, automatiquement, bah, là, il n'aura jamais cette évaluation de ses compétences. Mmh. Donc c'est très important effectivement, de laisser faire. Mais quasiment, vous allez voir, toute la conférence en Mmh. fait est basée sur ça aussi. Est-ce que Sur est ouais, Vas-y, j'imagine. vas-y. Mais est-ce que du coup, tu vois, parfois, bah, effectivement, la vie, c'est aussi une réalité, hein. C'est-à-dire Bien que, sûr. bah, on OK. est timé le matin. Oui, Et moi, je me revois encore avec mes enfants, parfois leur dire: «Bon là, attends, je t'enfile ton manteau parce que là» et enfiler la chaussure en même temps, tu vois? oui. Parce que là, je sentais bien qu'on allait arriver en retard à l'école. Ouais, oui, oui. Même si, ma volonté au départ était de la laisser faire ou de le laisser faire, tu vois? Il y a un moment où, il y a la réalité qui se rappelle à nous Oui, oui. et du coup, comment on peut faire à ce moment-là, tu vois, en tant que parent? Comment, parce que j'ai bien conscience que du coup, bah, forcément, on les stresse, hein, on crée une certaine anxiété aussi chez eux à ce moment-là. Oui, Mais il y en a une aussi chez nous et donc oui. comment, voilà, on peut, apaiser tout ça? Complètement. Alors déjà, si par exemple le matin, c'est un peu le stress parce que c'est la course, qu'il y a, voilà, déposer les enfants à l'école, le partir au travail après clairement, déjà, s'il y a l'expression de l'émotion qui passe en priorité, c'est-à-dire le matin, c'est pas dire: «Vite, vite, vite, je suis en retard, vite, 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 dépêchez-vous». C'est effectivement d'exprimer ce que je ressens. Là, je suis un peu stressée, on est un peu en retard ce matin, il va falloir aller un peu vite parce que, bah, maman, elle a peur d'être en retard ou j'ai peur que vous soyez en retard à l'école. Voilà, vraiment déjà cette partie, la base de l'expression, plutôt que parce qu'en fait, l'enfant sinon se sent, coupable, en fait. Coupable de pas pouvoir faire, de pas faire les choses assez rapidement, ainsi de suite. Ensuite, oui, bien sûr, il y a une organisation familiale, c'est pas évident, mais parfois il y a des petites choses, hein, qu'on peut changer, qu'on peut, je sais pas, préparer les affaires le soir, la veille au soir, des petites techniques, hein, comme ça où on peut gagner du temps, expliquer à l'enfant le soir, la veille pour le lendemain, ce qu'il a à faire, tes affaires sont bien posées, quand tu te lèves, tu prépares. Voilà, il y a certaines choses qu'on peut quand même améliorer. Après si c'est pas possible, quand on le fait à la place de l'enfant, on lui explique pourquoi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire, c'est juste que parce que là, voilà, je suis un peu stressée, j'ai peur d'arriver en retard, donc j'ai vraiment besoin de t'aider pour aller plus vite. Donc voilà, vraiment, tout est dans la communication C'est et intéressant ce que tu nous oui, partages là parce que du coup, ça veut dire que quand même dans notre façon de nous exprimer vis-à-vis de notre enfant, c'est bien leur dire que c'est nous qui sommes dans cette situation-là. oui, Donc lui dire c'est: «J'ai peur qu'on arrive en retard, donc c'est oui, vraiment moi, ça n'a rien à voir avec toi, c'est vraiment moi». oui. De manière à ce que finalement, il soit pas, le papier absorbant de notre émotion et de notre stress du moment, quoi. Bien sûr, oui, D'accord. tout à fait ça, oui, vraiment. De toute façon, il faut toujours partir de soi parce que quand on ressent quelque chose, un stress, une émotion intense, en général, bah, ça vient de nous et après, ça se transmet par, justement, toutes les activités ou toutes les choses qu'on doit faire dans la journée et surtout, ça impacte les personnes qui nous entourent. Donc du coup, effectivement, là, c'est important d'exprimer à son enfant et du coup, lui, ça va
plus ou moins, l'enfant, ça va le rassurer aussi. Se dire: «Ah OK, c'est pas spécialement que de ma faute. C'est vrai que, lui, petit bout ou la petite la petite elle est» voilà, ils sont dans comment dire? Dans le développement, donc ils apprennent. Mais il y en a certains qui sont c'est un peu plus compliqué. Et par contre, ce qu'il faut faire, c'est dès qu'il y a la possibilité, le week-end, pendant les vacances, surtout, surtout, surtout profiter de ces moments-là pour laisser faire, quoi. Mmh. Vraiment, vraiment. Mais c'est vrai que, on a quand même 6 semaines d'école, donc il faut essayer de trouver des stratégies. Alors peut-être que le matin, effectivement, on est un peu en retard, on a besoin de se dépêcher. Peut-être que le soir, on a un peu plus de temps et là, on peut laisser l'enfant faire. Il y a Mmh. aussi ça. Donc voilà, du moins essayer de trouver un maximum de moments où on va pouvoir le laisser, faire en autonomie, même si c'est long, mais avec vous, à côté, pas très loin et pour l'encourager et le féliciter aussi quand il y arrive. Mmh. Donc Merci. voilà. Cette période-là, je parlais des émotions, hein, tout à l'heure, hein, c'est vraiment important parce que je reviens, hein, c'est vraiment, lui permettre en fait, c'est ce qu'on disait à l'instant, vous permettez d'exprimer votre émotion, donc votre enfant va vous écouter et va exprimer lui-même son émotion et va pouvoir effectivement, heu, peut-être vous dire les choses, heu, plutôt que passer par des crises. Ah ça, c'est important. Dans cette période-là, et il y a ce qui est très intéressant aussi, c'est l'utilisation d'outils, comme des livres, comme des jeux de rôle, voilà, des petits jeux de rôle, c'est-à-dire ça peut être, soit des marionnettes, soit des petites poupées, ainsi de suite. Mais aussi toute la partie, livre en fait, hein, la lecture, pour expliquer un petit peu tout ça. Voilà, alors oui, là, j'avais mis un petit exemple concret. Donc un enfant de 4 ans refuse de ranger ses jouets et s'énerve à chaque demande, donc le demande des parents. Donc on va transformer la tâche en jeu. Clairement, il y a pas mieux. Vraiment, le jeu, c'est une chose, voilà, formidable. Donc, on va mettre une petite minuterie. Alors ça peut être votre téléphone, vous faites sonner, votre téléphone au bout de 5 minutes, mais vous le faites participer, hein, votre enfant. Vous lui dites: «Bah, voilà, écoute, on c'est sous forme de petits défis. Je te donne un petit challenge, un petit défi. Écoute, tu as 5 minutes pour ranger ta chambre avant que la musique s'arrête», par exemple. Donc, ça peut être hyper intéressant et puis en général, les enfants aiment bien ça. Ça peut être aussi une sorte de course, on peut faire la course avec eux, hein. C'est-à-dire: «Bah, tiens, moi je range cette partie-là de la chambre, toi tu ranges de l'autre côté» et puis on voit qui a terminé en premier. Ça peut être aussi une proposition effectivement, tu préfères ranger les voitures ou les peluches, ainsi de suite, voilà. Mais il y a une collaboration de toute façon avec l'adulte, hein. L'enfant ne fait pas spécialement tout seul, tout de suite en tout cas. D'accord? Donc ça, c'est hyper important, de le voir comme ça. Alors, période 6-12 ans, là, c'est effectivement la structuration de la pensée et du comportement, donc le développement de la pensée logique. Donc l'enfant, effectivement, rentre dans une période de stabilité où là, il va pouvoir, construire cette pensée, avoir un sens des responsabilités, comprendre mieux justement les conséquences, et les causes et les conséquences de ses actions et parfois comme j'ai noté, il commence à anticiper l'impact de ses actions, hein, ça, c'est important. C'est-à-dire, par exemple, il va comprendre, c'est des enfants qui vont comprendre que, tiens, j'ai oublié de noter mes devoirs ou j'ai pas fait mes devoirs. Ah c'est de ma responsabilité. C'est moi qui ne l'ai pas fait, c'est moi qui n c'est ça impacte moi, en fait, même si bien souvent le parent est plus, comment dire? Plus embêté, je dirais, que l'enfant, puisque, surtout vers les 6 ans où il commence à peine à comprendre et effectivement, le parent va tout faire pour récupérer les devoirs ou pour, justement faire le devoir aussi, faire les devoirs le soir. Alors que, tout doucement, lui, progressivement, il va comprendre effectivement les conséquences de pas faire les choses. Et du coup, ça, c'est assez intéressant. Il va aussi pouvoir, planifier lui-même en fait, hein, ses tâches. C'est-à-dire que par exemple, je rentre le soir, je sais que j'ai du travail à faire et ben, il va normalement à l'âge entre 6-12 ans commencer à pouvoir planifier, son retour à la maison. Voilà, je rentre à la maison, je fais une petite pause, je prends mon goûter et après je dois passer, justement à l'action. Le travail que la maîtresse, je vais sortir mes cahiers, je vais m'installer à mon bureau, toute cette partie planification commence effectivement à être présente et avec l'encouragement des parents toujours, hein.
faut savoir que ça viendra jamais non plus spontanément de l'enfant. Alors, il y en a certains, hein, il y a des enfants, qui sont très consciencieux, qui sont très appliqués et qui savent très bien ce qu'ils vont faire. Il y en a d'autres, ils vont avoir besoin de la sollicitation des parents. Mais encore une fois, le laisser faire et l'accompagner. Voilà. Du coup, ça développe son autonomie. Hem, donc voilà. Après oui, effectivement, j'ai noté au niveau de l'organisation de l'autonomie scolaire, par exemple, on peut très bien planifier les devoirs avec ses enfants. Ça peut être créer un emploi du temps ensemble, hein, mais vraiment on le crée ensemble. On réfléchit ensemble comment je peux organiser ma fin de journée, qu'est-ce qui est le mieux pour moi, à quelle heure je commence et comment je m'organise dans mes devoirs et ce que je conseille, c'est que c'est un emploi du temps visuel. Il faut que l'enfant voit cet emploi du temps tous les soirs. Donc quelque chose d'assez clair, hein. Pour les plus jeunes, ça peut être sous forme comment dire? De dessins, d'images et pour les plus grands, ça peut être vraiment des tableaux avec des mots et vraiment des matières et ainsi de suite. Il faut que ça soit visuel pour qu'ils puissent comment dire? Le regarder tous les soirs en rentrant. Si c'est quelque chose qui est réfléchi et qui est juste dans la sphère, mentale, en fait, l'enfant va pas l'intégrer. Hem voilà. Il y a aussi, la prise de responsabilité dans leur vie quotidienne. Donc effectivement, à ce moment-là, vous avez vu au départ, sur la première étape, en fait, l'enfant commençait, on le laissait faire un petit peu, des tâches à la maison. Là, effectivement, c'est lui qui va pouvoir, comment dire? Gérer son travail scolaire, son matériel, accomplir des tâches plus complexes que la première période. Bien sûr, on ajuste, hein, les tâches, en fonction des enfants. Mais surtout, 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 parce que je vois beaucoup, beaucoup de parents qui reviennent et qui me disent: «Mais oui, mais en fait, il oublie toujours ses cahiers, il sait pas s'organiser, il oublie, voilà», enfin bref, voilà et tout plein de choses comme ça. Je suis très vigilante, hein, par rapport, comment dire? Je suis vigilante qu'effectivement, que ce soit pas l'enfant qui ait, soit des troubles de l'attention, mais sinon, je vais explorer avec la famille et je me rends compte bien souvent, c'est que l'enfant n'est pas laissé en autonomie et que, les parents, pour accélérer, pour être sûrs que le travail est fait, vont être constamment derrière leur enfant. Sauf qu'à un moment donné, c'est très bien, hein, il y a des enfants qui ont besoin d'être accompagnés, mais il faut encore une fois leur laisser une part d'autonomie et pour pouvoir justement de se rendre compte que: «Ah bah tiens, si je prépare pas mon matériel ce soir», par exemple, si je fais mes devoirs et que je range pas mes affaires, quelles sont les conséquences pour moi demain? Si maman arrive et sans rien lui dire, prend ses affaires scolaires, les remet dans le cartable, le lendemain, le fiston, il a juste à reprendre son cartable et à partir, il va pas comprendre qu'il faut ranger ses affaires, qu'il est responsable de son matériel, responsable du rangement de son cartable et responsable, de la nouvelle journée qui va passer le lendemain et voilà. Pareil en classe, en général, ils sont un peu plus autonomes quand ils sont en classe, mais pareil, hein, faut que la maîtresse, elle est censée les laisser faire et préparer leur matériel eux-mêmes. Ça, c'est très important de l'entendre, hein, de les laisser faire. On peut par la suite leur poser la question, «Tu as tout pris, il ne reste plus rien sur le bureau, vérifie quand même une dernière fois», voilà. Mais sinon vraiment les laisser. Et si un jour il y a un oubli, c'est avec les oublis, c'est avec les erreurs que les enfants vont apprendre. D'accord? Bien souvent, ils font de toute façon des erreurs, il y a des oublis et c'est comme ça ils apprennent et ils rectifient à chaque fois. Hem, voilà, bonne pratique, lui confier des missions adaptées à son âge. Vraiment, arroser des plantes tous les jours. Ah, peut-être pas tous les jours, bah, j'ai mis tous les jours, mais en fait, finalement, ça dépend du nombre de plantes et si on a un jardin. Mais, arroser les plantes, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Ne pas faire à sa place s'il peut le faire seul. Ça, c'est primordial. Vraiment, vraiment, vraiment à ne pas le faire s'il peut le faire, tout en restant à côté de lui. Je regarde si j'ai rien oublié de ce côté-là. Non, voilà, développer son sens des responsabilités, c'est vraiment ça, hein. Voilà. Il y avait, attendez, je regarde juste, je reviens en arrière parce que du coup, j'ai l'impression OK. Il y avait un point que je voulais aborder qui est pas finalement sur les slides, c'était aussi, l'acquisition des compétences sociales et scolaires.
C'est-à-dire, lui apprendre à mieux gérer justement la frustration et respecter les règles collectives. C'est-à-dire que c'est une période où effectivement il va être confronté à de la frustration, comment dire? Au respect des règles collectives, et on a de nombreux enfants effectivement qui ont du mal avec ça, et le fait de les valoriser dans leurs efforts plutôt que dans leurs résultats, ça va les stimuler dans leur engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai par habitude d'expliquer aux enfants en bas âge ou même aux ados, qu'il est primordial pour eux de comprendre que quand on va faire ses devoirs ou quand on va travailler une notion, pour une évaluation, ce qui est primordial, c'est prendre en compte l'effort que je fais dans la tâche ou bien dans la révision, et pas tant que ça le résultat. Le résultat, il sera toujours là si l'effort est fourni, mais bien souvent, on donne trop d'importance au résultat et pas assez à l'effort fourni. Et ça, c'est hyper important. L'effort fourni, parfois, est plus important que le résultat. Pourquoi? Je vous donne un exemple. J'ai le cas, par exemple, d'un enfant qui a travaillé toute une semaine, pendant toute une semaine sur une notion, que ça soit des mathématiques, du français. Il a très bien révisé, et le jour de l'évaluation, pas de chance, le matin, il est malade. Donc un peu moins en forme que d'habitude, et du coup, au moment de l'évaluation, il n'est pas aussi compétent que d'habitude. Du coup, malgré tous les efforts qu'il a fait pendant la semaine, le résultat n'est pas escompté, n'est pas là. Le parent va sanctionner le résultat, mais ne va pas valoriser l'effort. Et ça, c'est hyper important, c'est de valoriser l'effort, vraiment l'effort. C'est-à-dire que votre enfant, quand il se met au travail, et même si c'est 5, 10, 20, 30 minutes, peu importe, valorisez l'effort, et le résultat de toute façon viendra. D'accord? Je ne sais pas si je suis claire là, Orlan, c'est bon, tu m'as Oui, comprise? oui, 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 oui. Non, non, mais oui, oui, c'est clair. Enfin, D'accord. c'est vrai que, on est souvent, impatient, et puis on a tellement envie qu'ils réussissent, on a tellement envie qu'ils ne soient pas en décrochage scolaire, parce que voilà, le monde va Ça, vite, l'école va vite. oui, On a toujours cette impression que, si l'enfant a une temporalité qui est un petit peu plus lente qu'une autre, et bien finalement, son avenir va s'effondrer. Alors j'emploie le mot avenir qui peut paraître oui, oui, oui. vraiment, déconnecté d'un 6 ans, mais je pense que parfois j'en suis pas loin quand même. Oui, 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 oui. Oui, oui, tout à fait. Et donc c'est vrai que voilà, c'est là où, bah, on se pose souvent des questions, parce que, moi j'entends des familles aussi, hein, j'accompagne les commissions d'appel, et cetera. Et c'est vrai que quand on dit, bah, un enfant, bah, il n'a pas encore acquis toute l'autonomie nécessaire à son niveau, et cetera, et donc on vous propose peut-être, de faire, à nouveau cette année de scolarité. Je Ouais. parle pas de redoublement, hein, je parle vraiment Mmh. de refaire cette année de scolarité pour qu'ils prennent pleine possession de voilà, de tous ces éléments que tu nous partages Mmh. finalement. Ouais, oui. Voilà, c'est effectivement, des sujets parfois, délicats. Oui. Parce que tu le disais aussi, hein, c'est que parfois il y a des choses qui se jouent, chez un enfant, et d'autres chez l'autre, tu vois? Mmh. Oui, oui. Et tu vas avoir des enfants qui vont peut-être avoir un imaginaire débordant, avec, voilà, une capacité à parler de leurs émotions, et cetera. Mais à côté de ça, et beh, effectivement, peut-être que, tout le système de mémorisation se met pas en place, et cetera. Enfin voilà, et que, il faut continuer de valoriser nos enfants dans ce qu'ils sont en capacité de faire. Moi, j'aime souvent, j'entends souvent la direction diocésaine, mes collègues me dire, on accompagne chaque enfant dans son chemin de réussite, Mmh. et Mmh. on parle bien de son chemin de réussite, et on Oui, parle pas du chemin de réussite de l'autre enfant à côté. oui, tout à Voilà. fait. Mmh, mmh, mmh. Donc, merci à toi de nous partager ces exemples, ils sont Ouais. précieux. Ouais, oui, oui, tout à fait, et juste pour terminer sur cette période, c'est vraiment la période où il faut favoriser la coopération. C'est-à-dire, faut encourager vos enfants à participer à des activités de groupe, du sport, de la musique, des projets scolaires, pour renforcer justement le sens, collectif aussi de la responsabilité. C'est vraiment cette période qui est charnière, hein, pour se dire: «OK, je commence à faire des activités, je partage, je suis dans le collectif», voilà, les compétences sociales se développent, donc voilà, c'est très important.
Hem, voilà, là, c'était un petit exemple pareil, un enfant de 8 ans oublie toujours ses affaires d'école malgré les rappels incessants de ses parents, lui donner des outils d'organisation, créer une checklist, hein, donc une petite liste, avec lui pour, exemple, cahier, trousse, goûter. C'est ce que font parfois certaines maîtresses, hein, pour des enfants, de CP où il va y avoir comment dire? Les images, hein, du cahier rouge qu'on doit mettre dans le cartable, de la trousse, ainsi de suite. Donc ça peut être la même chose. Lui laisser préparer son sac la veille, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça c'est hyper important parce que du coup on a plus de temps aussi et du coup il est responsable de son sac. Si un oubli arrive, au lieu de le gronder, lui demander comment il pourrait éviter cela la prochaine fois. Comment on peut faire là les prochaines fois? Alors Oui, écoute, ton ouais. exemple tombe vraiment pile poil Ah parce oui. que, ce matin, j'ai eu encore une famille qui m'a appelée en me disant, «Hier, mon enfant a oublié son sac de piscine. Mmh mh. Je l'ai ramené à l'école». Et la directrice était, très en colère en disant que non, qu'elle acceptait pas le sac de piscine et que l'enfant devait se responsabiliser. Ouais. Mmh. Hem et je me suis souvenue que quand mes enfants étaient petits, il y avait cette histoire de cahier de poésie. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même là, c'est récurrent, le cahier de poésie oublié. Oui, Et effectivement, la stratégie était entre mamans, de s'envoyer finalement, soit la photocopie, parce que oui. voilà, moi je suis un peu plus âgée, donc Mmh. la photocopie, aujourd'hui la capture d'écran et cetera. Hem, Est-ce qu'on fait bien en faisant ça? Et ben, c'est juste rassurant pour les parents en fait, hein. Parce qu'au final, l'enfant n'a pas fait ses devoirs. Il va se faire gronder par la maîtresse, mais au final, c'est juste, voilà, c'est juste peut-être une petite punition ou une remontrance. Mais c'est comme ça qu'il va apprendre. Sauf qu'en fait, en tant que parent, on va pallier au manquement de nos enfants, mais ça les aide pas à grandir, comment dire? À prendre en main leurs responsabilités justement et mettre les choses en main. Mais oui, je sais, mais on est tous passés par là. Et est-ce que finalement, c'est pas leur permettre dans cet oubli, si c'est pas leur permettre aussi quelque part d'accueillir ces premières phases de stress et Oui. donc être en capacité de les voilà, de les accepter et qu'elles prennent moins d'importance que ce qu'on pourrait imaginer, dans l'avenir, en fait. Complètement, complètement, oui, 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 tout à fait, ouais. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça, en fait. Mais c'est difficile, c'est très, très difficile pour des parents, je me rappelle moi encore une anecdote où mon fils devait faire un devoir, n'avait pas fait son devoir et c'est comme si j'avais endossé ce devoir, comme si c'était à moi de le faire. Alors que mais non, il était en primaire en plus de ça, il y avait aucune conséquence, il avait pas fait son devoir. Et pourtant, je me rappelle de cette émotion-là qui m'habitait parce que je me dis: «Mais c'est pas possible, tu peux pas retourner à l'école si tu n'as pas fait ton devoir». Mais on passe tous par là et à un moment donné, jusqu'au moment où on réalise, on prend conscience à un moment donné, mais on est dans notre routine aussi, attention, hein. Il y a le Mmh. travail, il y a le stress de la journée, enfin de la fatigue aussi et on se dit: «Mais c'est pas possible, tu as pas fait ton travail» et du coup, on a tendance à vouloir dire: «OK, allez, on va le faire ensemble». Mais non, en fait, c'est vraiment, à l'inverse de ce qu'il faut faire, en fait. Il faut qu'il assume, lui, d'arriver le lendemain: «Bah, j'ai pas fait mon devoir». Ah bah, voilà, donc c'est lui qui va se faire punir et c'est lui qui va et la prochaine fois, peut-être qu'il va le refaire 1 ou 2 fois, mais après ça sera fini, hein, il le refera pas, hein. Il va apprendre de toute façon. On apprend de nos erreurs, hein, donc voilà. Bon, période 12-18 ans, vers l'autonomie complète. Ça, c'est pour nos grands. Avec, la période donc de l'affirmation de soi, du développement de son identité, avec effectivement une période charnière où l'enfant revendique son indépendance, hein, mais on a quand même encore besoin de petits repères et de soutien, quand même. C'est des ados qui ont besoin comment dire? De se démarquer de leurs parents, hein et trouver leur propre chemin. Voilà, c'est vraiment un cheminement, ils peuvent parfois du coup effectivement rejeter certaines règles ou tester de nouveaux comportements, hein. Ils veulent vraiment, voilà. C'est une période qui est aussi, assez troublante, hein, pour eux, hein, parce qu'ils sont en questionnement permanent. Et dans ces sur ce développement d'identité, d'affirmation de soi, ce qui est important, c'est d'établir une communication ouverte avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, un ado a besoin, par exemple, de se sentir écouté sans être jugé.
Ça, c'est primordial. C'est l'écoute sans jugement. Parce qu'en fait, eux, ils sont vraiment dans un cheminement, dans une réflexion, un peu comme nos petits, hein, qui étaient dans c'était les 6-12 ans, hein, où ils étaient dans l'exploration, dans l'imaginaire. Bah, en fait, c'est comme si on reprenait effectivement cette période un petit peu bouillonnante où on va explorer, en fait, hein, qui on est, qu'est-ce que j'aime, ce que je n'aime pas, qui je suis, qui je veux devenir, hein, voilà, voilà. Et puis avec aussi tous ces questionnements au niveau de la scolarité, du parcours, quel choix faire, quelle orientation et qu'est-ce que je veux pour mon avenir? Donc il y a plein de questions et l'idée, en fait, c'est vraiment d'être à l'écoute sans juger, les laisser parler, les laisser aborder, en fait, ce qu'ils pensent, sans se dire: «Ah bah, ça y est, il est en train de faire des choix qu'il ne faut pas» ou bien «C'est n'importe quoi ce qu'il pense» ou bien «Mais c'est pas comme ça, faut pas faire comme ça». Voilà, faut vraiment les écouter parce que des fois, il y a des jeunes, en fait, ils vont dire: «Bah, demain, je sais pas, je vais devenir médecin», le surlendemain, il va dire: «Bah, non, je vais devenir coiffeur». Par exemple, c'est un exemple, mais Mmh. en fait, ils sont dans un cheminement dans un cheminement aussi d'exploration, aussi et du coup, en fait, ils se questionnent énormément par rapport à leur vie future donc vraiment, faut être dans la discussion, dans l'expression de ses opinions, dans, éviter, de donner des ordres. Ça, c'est important sur cette période. Mais plutôt être dans la communication, dans la discussion, dans l'expression dans son opinion, les laisser parler, donnez vous-même votre opinion, lui donne son opinion, ainsi de suite. Mmh. Du coup, C'est plutôt que de donner un ordre, peut-être, plutôt dire: «J'ai besoin d'aide» ou «J'aurais besoin que tu fasses cela, ça m'aiderait». Qu'est-ce oui. que tu Oui, oui, complètement, oui, bien sûr, c'est, par exemple, bah, toujours encore, on va partir de soi, hein, on va dire, voilà, là, ce soir, par exemple, je suis fatiguée, j'aurais besoin de ton aide pour, m'aider à, ranger la maison, ranger les affaires, sortir les poubelles. J'aurais besoin de ton aide parce que vraiment là, je suis un peu fatiguée, ou je me sens pas bien ou je me sens un petit peu envahie par plein de choses, ou j'ai Mmh. encore d'autres choses à faire. Enfin, vraiment donner des arguments, mais en partant de soi. C'est très, très important, hein, c'est la base de la communication non violente, d'ailleurs, c'est de Mmh. partir de soi et jamais, et surtout pas être dans un ton accusatoire avec, «Tu ne fais rien, tu devrais faire ci» ou «Tu ne l'as pas fait» et ça, c'est très important. C'est une période, où faut être dans la communication, effectivement. Mmh. Alors Voilà. à cet âge-là, il y a Oui, le volet social aussi qui compte énormément. oui, Les copains, les copines, oui, peut-être les sorties, oui. tu vois? Voilà, voilà, qu'est-ce que tu nous conseilles dans tous ces volets-là? Alors moi, je pars, du principe que, mais ça se construit, hein, on n'a pas parlé avant, hein, mais ça se construit, c'est la confiance. La relation à votre enfant doit être basée sur une confiance mutuelle. Ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance à votre enfant et lui doit vous faire confiance. À partir de là, je dirais presque tout est simple, hein. C'est-à-dire que j'ai envie de sortir, bah, je vais demander à papa et maman et puis, bah, papa et maman, connaissent bien leur enfant, dire: «OK, pas de souci, tu sors, par contre tu rentres à telle heure, je te f» alors on peut dire: «Je te fais confiance», mais en fait c'est lui donner une part d'autonomie et de responsabilité et en parallèle, te dire: «Attention, quand même, je te fais confiance, je sais que tu es en mesure d'écouter, nos inquiétudes», hein, parce que quand on demande à un enfant d'arriver, de rentrer à telle heure, c'est parce qu'on est inquiet, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc ça, c'est très important aussi d'en parler à l'enfant, c'est de lui dire: «OK, bah, je sais pas, tu veux sortir ce soir, bah, écoute, 22h, ça serait bien que tu sois de retour à la maison ou on vient te chercher», enfin bon, ça dépend, si c'est loin ou pas loin, hein, bref, mais c'est-à-dire, éclairer l'enfant, l'adolescent, heu, pourquoi est-ce que parfois il y a un cadre qui est instauré, donc l'heure de retour, peut-être, avec qui aussi, avec qui tu sors, le pourquoi et parler aussi, de ses inquiétudes, c'est très important. Il faut que l'enfant comprenne que c'est pas pour l'embêter, c'est parce que vous avez peur pour lui.
vous avez peur des conséquences, vous avez peur de ce qui peut se passer et que, vous avez juste simplement besoin d'être rassuré. Et cette communication va permettre aussi d'instaurer du coup cette confiance. C'est dire que votre enfant va vous comprendre, il comprend et va vouloir aussi honorer cette confiance. D'accord? Et moi je pense que tout passe par la confiance, par, et puis par l'expression, hein, de nos craintes, de ce qui se vit. Ça peut être et puis après il y a aussi, comment dire? Tester, il y a c'est-à-dire, bah, mon enfant veut sortir pendant une demi-heure avec ses camarades dehors, faire un tour, du centre-ville ou, de la ville de la ville ou du village, ça dépend où ils sont et ben, bah, écoute, très bien, écoute, tu sors à telle heure, tu rentres à telle heure et au fur et à mesure, votre enfant, vous allez voir si votre enfant, vous êtes en capacité de lui faire confiance ou pas. Enfin, c'est assez vaste, hein, comme sujet, hein, mais c'est un peu moi pour moi, c'est la confiance. Clairement, c'est la Mmh. confiance qui va résoudre beaucoup de choses. Alors la confiance et puis peut-être ce chemin de responsabilisation que tu nous Oui, proposes bien depuis tout sûr, à l'heure. bien Mmh, sûr, complètement, complètement, d'accord. complètement. Bien sûr, bien sûr. C'est tout à fait ça, oui. Alors, qu'il y a aussi, c'est sur les 12-18 ans, la prise de décision et les responsabilités accrues, hein. On voit, hein, les responsabilités, elles grandissent avec l'âge et surtout la prise de décision. Donc au niveau des responsabilités, effectivement, il doit apprendre à gérer donc son emploi du temps, ses devoirs, ses loisirs, ses relations sociales, gérer ses conflits, développer son autonomie, toute cette partie-là. Bien sûr, un peu plus, hein, pour les plus grands, hein, quand on va vers, 15, 16, 17, 18. Pour les 10-12 pour les 12-14 ans, je dis encore un petit peu un besoin peut-être encore un peu d'aide et puis de comment dire? De de soutien, hein, dans tout ça. Mais en sinon, plus ils sont grands et plus ils s'orientent vers une autonomie, tout en sachant que vous êtes toujours cette personne de référence quand même, hein. Faut pas oublier, hein, même s'ils ont 16, 17, 18, vous êtes quand même là pour eux et ils ont confiance en vous et ils savent que vous serez toujours là pour eux. Et j'ai noté la gestion financière parce que c'est une période qui est assez charnière à ce niveau-là. Maintenant, on a la capacité d'ouvrir un petit compte avec une carte bancaire, voilà, et c'est hyper intéressant, parce que ça leur permet vraiment de développer une certaine autonomie et puis surtout une vraie responsabilité dans la gestion de l'argent de poche ou bien la gestion d'un achat. Par exemple, bah, si, vous lui demandez, d'aller acheter, le pain ou bien, je sais pas, peu importe, faire une course. C'est intéressant que lui puisse se rendre compte aussi de cette gestion financière, mais à partir de 12 ans, c'est bien, hein. Et puis comme ça, quand il arrive vers ses, 17, 18 ans, voilà, peut être ce que j'ai noté, marquer la première recherche, le premier job, parce que du coup, voilà, ça fait partie aussi de l'évolution et de la progression, hein, de l'autonomie et de la responsabilisation des enfants. Hem, donc ça, je l'ai dit et après je regardais le la bonne pratique, encourager les discussions ouvertes sans jugement, négocier les règles plutôt que les imposer systématiquement. Quand je dis, négocier les règles, c'est-à-dire que c'est toujours dans le cadre d'une discussion ouverte, on peut, discuter des règles avec son enfant. Parfois, il faut les imposer, mais, on peut aussi les négocier. Parce qu'un enfant est en capacité de comprendre déjà vos inquiétudes, les limites à ne pas dépasser et puis, les bienfaits, en fait, des limites que vous voulez mettre en place. Je pense par exemple, on va pas parler de ça ce soir, mais par exemple les écrans, les jeux vidéo. Il est hyper important de négocier les règles ensemble. Pourquoi? Parce que si vous les imposez, il suffit que vous soyez, pendant, je sais pas, une après-midi, vous êtes pas à la maison, il est tout seul, sachez que les règles, elles seront pas respectées. En revanche, si elles sont travaillées avec lui, qu'elles sont négociées et qu'il est sensibilisé au temps peut-être d'écran dans la journée, et ben là, il sera plus dans une attitude de, comment dire? D'opposition. Puisqu'il a compris le pourquoi, le bienfait de ces règles, il a compris, il était d'accord avec vous, il est en accord et voilà et il adhère un petit peu à ce que si vous lui imposez, et que vous êtes pas là, sachez que c'est sûr que de toute façon, ces règles, elles seront pas respectées, ça c'est sûr. Hem
Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, la gestion des émotions et du stress, hein, ça fait partie aussi, hein, je ne l'ai pas mis, mais ça fait partie aussi de cette autonomie, complète, hein, vers laquelle on doit aller, toujours dans la discussion, toujours dans l'expression et même quand ils sont très grands, on peut leur montrer l'exemple. Vraiment, c'est important à tout âge, hein. Voilà. Après toute la partie gestion du stress, maintenant ils sont grands, on peut leur apprendre des stratégies de gestion du stress. Ça peut passer par le sport, par l'art, par l'écriture, par des exercices de respiration, voilà, ça c'est important et c'est important pourquoi? Parce que ça leur permet aussi d'acquérir une autonomie émotionnelle, hein. On parle d'autonomie, au sens large, mais il peut y avoir aussi une autonomie émotionnelle, c'est-à-dire apprendre à gérer par lui-même ses propres émotions et comment je fais face à du stress ou à une anxiété, à une situation difficile, à une tristesse envahissante, ainsi de suite. Tout Mmh. en sachant que de toute façon, il peut compter sur vous, à côté. Mmh. Alors, je vais oser poser la question, Vas-y. fatidique dans ces âges-là, la Ouais, sexualité. oui. Et Vaste sujet. ouais, qu'est-ce que tu veux savoir? Eh beh, écoute, beaucoup de choses, c'est-à-dire que, en tant que parent, est-ce que, il faut que, on parle sexualité avec nos enfants? Est-ce que, il faut qu'on les oriente parfois quand, il s'agit des filles, bah, même des garçons d'ailleurs, hein, vers, des solutions de contraception? Comment on peut peut-être aborder les choses, tu vois, avec eux? Ouais, ouais, Sachant que nous-mêmes, on n'est pas forcément à l'aise pour aborder ces choses-là. bien sûr. Mais en même temps, on a conscience, voilà, du monde, hein. Oui, 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 oui. Donc je dirais que c'est voilà, c'est cette première inquiétude et puis, finalement, peut-être aussi, respecter cette intimité dont ils ont besoin aussi sur ce sujet-là. Tout à fait. C'est ça, en fait, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre, la sensibilisation justement aux enjeux, bah, de la sexualité et enfin toute la sphère, sexuelle et aussi garder l'équilibre de leur, cocon, hein, leur intimité. Hem, oui, il faut leur en parler, bien sûr. C'est des sujets qui sont pas évidents, mais c'est des sujets qui doivent être abordés. Alors ça peut être abordé, heu, par le biais, de situations, entendues ou bien observées, on peut s'aider de faits réels ou de situations, comment dire? Sociétales, hein, aussi d'événements comment dire? De faits divers, on va dire, hein, ou bien, comment dire ça? De la réalité en fait, hein, de ce qui se passe dans le monde. On peut partir de cette base pour en discuter. Mais moi je pars du principe que ça fait partie aussi du rôle du parent et même si c'est des sujets délicats, si l'enfant, si nous en tant que parents, on n'est pas capable d'assumer ce rôle Mmh. de comment dire? De d'information, de sensibilisation et d'écoute hein, vis-à-vis qui le fera et vers qui notre enfant va se retourner Mmh. s'il en a besoin. Donc faut vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment en parler. C'est des sujets qui sont pas évidents, mais il faut s'armer en tant que parent et se dire: «OK, là peut-être que j'ai besoin de parler de ça avec mon fils ou ma fille», peu importe, et je prends mon courage à 2 mains. Voilà. En sachant que, honnêtement, heu, l'enfant est souvent aidant. L'enfant, l'ado, hein, est souvent aidant. C'est-à-dire que, ça dépend comment vous abordez les choses. Bien sûr, il faut pas que ça soit intrusif, faut pas que ça soit, on peut aborder le sujet simplement: «Est-ce que tu as entendu, telle chose?» ou, «Qu'est-ce que tu penses de tel phénomène?» ou bien, et ben, l'enfant bien souvent est aidant et va, même plus, spontanément et volontairement en parler. Pour des enfants qui sont plus réfractaires et qui sont plus, comment dire? Sensibles à ce sujet-là, ça ne vous empêche pas de faire une sensibilisation, d'en Mmh. parler, même s'il y a pas un retour de l'enfant. Sachez qu'il écoute de toute façon. Donc ça, c'est hyper important. Et puis c'est notre devoir de les protéger aussi, hein, que ça soit, justement toute la partie contraception, ça peut être aussi, bah, les violences, ça peut être, comment dire?
un petit peu maintenant aussi toute la partie du genre en fait. On se questionne beaucoup sur qui je suis. Est-ce que aussi, est-ce que voilà, je suis je préfère plus les garçons que les filles. Voilà, c'est un petit peu dans l'air du temps. Et il faut vraiment, vraiment aborder ces sujets-là avec eux. C'est Mmh. des sujets pas évidents. On peut déléguer. On peut déléguer à papa, on peut déléguer à maman. On n'est pas obligé de tout faire. On peut être à plusieurs à en parler. Mais il faut le faire. Il faut les faire par protection, plutôt que de réagir ou surréagir quand une situation arrive. Il faut Je vraiment. je je pense à une maman, qui m'a appelée il y a quelques mois, qui avait trouvé son fils devant, des images pornographiques. Oui, Voilà, et la maman m'a dit: «Ma réaction a été terrible, parce qu'à la fois j'étais, dégoûtée de ce que mon fils était en train de regarder, oui, et à la fois, j'étais moi-même honteuse de cette situation parce que, finalement j'avais pénétré, dans la chambre de mon fils à un moment, qui lui était très personnel finalement». oui, bien sûr. Et Mmh. du coup, je trouve intéressant ce que tu nous partages parce que, je me dis que, effectivement, peut-être les questionner sur, qu'est-ce que l'amour pour vous? Oui, bien sûr. Mmh. Et entre qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que faire l'amour? Oui, oui, oui. Mmh. Donc ouais, je sais pas si toi tu as eu, voilà, des expériences qui t'ont permis de mettre en relativité finalement cette réaction qu'on peut avoir parfois en tant que parent? Oui. Est-ce que c'est voilà. Oui, en fait, il faut c'est facile à dire, mais c'est quasiment de tout petit, il faut un petit peu banaliser le sujet, en fait, C'est un sujet tabou alors que nos enfants ont aussi besoin de nous entendre en parler et de l'écouter, en sachant que, le sujet de la découverte du corps, la sexualité, c'est de tout petit, de tout petit, en fait, il y a une exploration du corps, J'interviens sur, sur pas mal de situations par rapport à ça, alors que c'est normal, en fait, Il y a l'exploration du corps, il y a la découverte du corps, il y a la curiosité qui s'installe quand on devient un peu plus grand. Avec effectivement, tout ce foisonnement aussi, de l'imaginaire, qui se développe, des possibilités, mais comment mon corps fonctionne, qu'est-ce qui se passe? Et puis le développement de son identité quand on est dans la phase, adolescence. Et ce qui est important en fait, c'est de comprendre que c'est normal en fait. C'est normal. Après, hem, hem faut prendre conscience que, votre enfant est une personne qui vit dans une société. Il est entouré de jeunes garçons ou de jeunes filles, comme eux, avec des sujets certainement qui sont abordés. Moi, j'ai été, frappée par, le comment dire? Parfois, le discours de certains enfants, mais vraiment en primaire, très tôt, ils vont parler, de sexualité entre eux, On peut être parent accompagnant ou simplement et entendre des enfants parler entre eux de sexualité. Mais très tôt, je me rappelle, moi, j'ai été choquée, une année, c'était sur des CP et je me suis dit: «Mais c'est pas possible, en CP, on commence déjà à parler, de tout ça». Mais en même temps, votre enfant fait partie d'une société, d'un groupe et ce que vous abordez pas vous avec lui, de toute façon, c'est abordé entre copains, entre copines. Ça, c'est sûr. Mais par contre, c'est abordé avec, ce qu'eux en connaissent, en fait, et puis chacun va explorer et va dire: «Ah bah tiens, c'est comme ça, c'est comme ci». Et et l'influence en fait de la société sur votre enfant est important. Quand un enfant regarde un film, pornographique ou un film, voilà, c'est il n'a pas eu l'idée tout seul en fait, il a été voilà, c'est quelque chose qu'il a entendu, que ça a été abordé, voilà. Et après il y a cette curiosité qui s'enclenche et mais attention, je le redis, cette curiosité est saine, c'est normal. Ce qui est moins, évident pour un parent, c'est de se dire, «Oui, mais si ces films n'existaient pas, il ne serait pas en train de regarder ça». C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu le malaise, Il y a un Mmh. malaise qui s'installe. Mais l'exploration, elle peut se faire autrement. Bon là, le film est là, bon, c'est la société qui veut ça, il y a des films à disposition, Dans ces cas-là, hem,
dans ces cas-là, je vous encourage vraiment, au lieu de vous sentir gêné, bon, bien sûr, vous ressortez de la pièce, vous le laissez, mais c'est d'en parler avec lui et de lui expliquer surtout qu'est-ce que c'est, en quoi consistent ces films et est-ce que ces films représentent réellement la réalité? Que en fait, sa sexualité, en fait, il va la découvrir par lui-même, il va la développer par lui-même et que, ce qu'il est en train d'observer ou ce qu'il est en train de visionner n'est qu'une facette, en fait, hein, de la sexualité, de la sexualité. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment en parler, il faut vraiment prendre ce courage-là. C'est pas évident, hein, je l'entends. Et donc très jeune finalement, Très jeune, très jeune. très En jeune, fait, il faut avec des moi, mots je dirais simples. faut q ouais, voilà, c'est ça, des mots simples. Faut vraiment essayer de banaliser. L plus vous allez en parler jeune et plus ça sera, la conversation va être fluide, hein. Et moi, je connais des enfants où, finalement, effectivement, il y a pas de tabou. En fait, c'est quelque chose qui est abordé assez simplement, puisque dès le début, en fait, c'est des choses qui sont abordées, que ça soit, j par exemple, il y a des familles qui vont pas oser parler de règles avec leurs filles, alors que, bah, Alors c'est excuse-moi, mais du coup, je te coupe tout de suite. ouais. Moi, je me souviens avoir parlé de règles avec mon fils. Oui, oui, bien sûr, Tu sais, très bêtement, en fait, tu vois? bien sûr. Bah, j'ai très mal au ventre parce que j'ai mes règles, Oui, parce oui, que, le cycle de la femme pour pouvoir avoir des enfants, tu vois? Des choses très simples, très basiques, complètement, complètement. mais pour lui, c'était juste lui expliquer pourquoi j'avais mal au ventre, en fait, Oui, tu vois? oui, Et donc finalement, au même titre qu'on en parle avec nos filles, on peut aussi en parler avec nos fils. complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, parce que c'est banal, enfin, c'est la vie, tu vois, c'était naturel. Mais au point où je vous promets, il y a vraiment des personnes qui n'osent pas parler de règles à leurs filles et qui arrivent et dont l'enfant, la jeune fille se développe et arrive sur le fait accompli sans savoir ce qui lui arrive. Et c'est alors que c'est des sujets très, très, très importants parce qu'il faut c'est des c'est ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont vraiment des besoins d'être accompagnés, et voilà. L'exploration, hein, pour moi, elle est normale, la curiosité, elle est normale. Il faut juste qu'il y ait pas de déviance, il faut juste que ça ne devienne pas obsessionnel ou voilà, mais sinon, voilà et puis en parler, prendre voilà, vraiment en tant que parent, prenez votre courage pour en parler avec eux. Mmh. C'est dur, mais c'est pas évident, mais au final, on se rend compte que je pense que ça leur fait du bien à nos enfants de se dire: «Ah bah, en fait, même sur des sujets comme ça, nos parents sont disponibles et ils sont prêts à nous protéger aussi, hein». Mmh. En fait, c'est C'est ça, hein. c'est quelque part un petit peu ce qui est recherché dans ce programme qui est proposé par, le ministère de l'Éducation sur, éduquer à la vie affective et relationnelle, et sexuelle, tu vois? Oui, 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 C'est-à-dire complètement. que voilà, on commencerait très tôt, alors évidemment avec des mots simples, des choses, Ouais, voilà, ouais, mais voilà, l'idée étant de, amener les familles à être aussi dans le dialogue. Moi, je rappelle toujours que, parents, vous êtes les premiers et les ultimes éducateurs de vos enfants ouais, c'est ça. et donc c'est Ouais, aussi dans notre devoir que d'accompagner nos enfants sur ces sujets-là. ouais. Je rebondis par rapport à ces programmes-là, je mets juste un point de vigilance, c'est parents, ne laissez pas, comment dire? Ce programme-là, enfin cette éducation, hem, Faire le job à leur ouais, place. faire le job à votre place. C'est hyper important. Parce qu'un enfant, oh, il y a déjà eu, hein, il y a déjà ça existe, hein, déjà, sur des plus grands, des collégiens, des lycéens, de la sensibilisation. Oui, oui, oui. Voilà, mais là, on va parler à des petits et c'est-à-dire qu'ils vont se construire, ils vont se construire avec le dialogue d'un tiers. Alors qu'il y a pas mieux, quand c'est ses propres parents, des personnes en qui on a confiance, auprès de qui on se sent bien, on est sécure, c'est auprès d'eux qu'on veut aborder ces sujets-là. Il faut que ça soit faut pas que ça vienne pallier à ce que le parent n'est pas en mesure ou n'arrive pas à faire. C'est hyper important. Il faut que ça soit un complément, mais faut pas que ça remplace.
Alors, de toute façon, ce n'est qu'un complément parce que, vu le nombre d'heures consacrées, au programme, il est évident que, ce n'est qu'une première approche, tu vois, pour Oui, inviter au dialogue et bien sûr. l'idée est absolument pas d'entrer, Oui, voilà, oui, oui, dans complètement. quelconque, Mmh. débat, j'ai entendu des parents s'inquiéter en me disant: «Oui, mais Orlan, on va pas parler du genre, en maternelle». Mmh. Bah, le genre si, une fille, un garçon, voilà, enfin, à la base, hein, la base de la base, c'est quand même ça, même si, aujourd'hui on entend des nouvelles choses avec, iel, indéfini et cetera et cetera. Bien sûr. Je crois que, fondamentalement, aller à la rencontre de l'autre, c'est se construire une identité. Mmh, mmh mh. Donc en tant que parent, on doit aller à la rencontre de nos enfants pour qu'ils puissent se construire cette identité. Ouais, Et tout à donc fait. finalement s'assurer de, l'identité qu'ils souhaitent développer, à long terme. Oui, complètement. Ouais, tout à fait. Allez, on continue? Oui. Alors, partie 2, comment accompagner l'enfant vers l'autonomie et la responsabilité, hein. C'est un petit peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais voilà. Alors, première chose, ça va être créer un cadre sécurisant, hein. C'est ce qu'on disait depuis le début, c'est hyper important. Cadre éducatif doit être clair, stable et bienveillant. Ça, c'est hyper important. Je fais la différence entre un cadre éducatif clair, stable et bienveillant. Je dirais un cadre ferme et hem et de l'autorité. C'est 2 choses complètement différentes. L'autorité n'est pas, comment dire? Un cadre ferme. N'est voilà, c'est ça. Mmh. C'est l'autorité, c'est même un excès, en fait. C'est-à-dire que l'enfant n'a même pas, son mot à dire ou, c'est un peu dans l'excès et donc quand moi j'ai des parents qui me disent: «Mais pourtant on est très autoritaire, on va pas laisser faire, on va crier beaucoup», oui, mais non, c'est pas la solution. Alors déjà crier, ça sert à rien. Clairement, on va le dire tout de suite, ça sert à rien. Il faut que les choses, elles soient juste posées, claires, qu'elles soient stables, c'est-à-dire qu'elles Mmh. soient constamment, elles les choses se répètent, Mmh. hein. La stabilité, c'est les choses se répètent et que ça soit surtout bienveillant. Bienveillant, c'est-à-dire, ça veut dire que quand le cadre est imposé ou est posé surtout, qu'il est clair auprès de l'enfant, qu'il est stable, il peut y avoir des moments où ce cadre-là, ben, on fasse une petite exception. Voilà, c'est ce côté un petit peu bienveillant, c'est-à-dire faire attention quand même, à ce que l'enfant vit sur le moment, à ses besoins et du coup, c'est en ça où le cadre doit être bienveillant, hein. On peut parfois, déroger un petit peu à ce qui a été proposé ou déposé, mais par contre, on revient après systématiquement à ce qui a été mis. Donc des routines claires, et des règles claires, donc pour donner des repères solides. Adapter les exigences à l'âge et aux capacités de l'enfant, hein, bien sûr, hein, on va mettre un cadre qui est adapté à chaque enfant, à chaque âge. Heu, c'est aussi, le cadre et les exigences permettent aussi d'avoir un repère stable et se sentir en confiance, hein. Il y a vraiment cette histoire de confiance aussi. C'est je me sens en confiance, finalement les choses sont claires pour moi, je sais ce qu'on attend de moi et du coup finalement, voilà, tout va bien. Je me sens plutôt en sécurité dans ce qui m'est, proposé. Il y a aussi l'idée, avec ce cadre éducatif, c'est d'éviter toute la partie et frustration. Si quand le cadre n'est pas clair pour l'enfant avec, une stabilité, ça va engendrer effectivement des frustrations, des crises, voilà, où le parent ne va plus être en mesure de va pas comprendre. En fait, il va avoir des difficultés, en fait, à obtenir, soit que l'enfant écoute, soit que l'enfant fasse quelque chose ou qu'il soit voilà, qu'il intègre, voilà. Équilibrer autorité et souplesse, hein, c'est ce que je disais, voilà, l'autorité et la souplesse, il y a une marge entre les 2, hein, il faut fixer des règles tout en étant à l'écoute. Ça, c'est clair. Éviter les punitions excessives, en fait, les punitions ne servent à rien.
vraiment, vraiment à rien. On peut les sensibiliser, on peut, leur parler, on peut leur expliquer. Les punitions ne servent strictement à rien. J'ai beaucoup, beaucoup de parents qui donnent des punitions. Par exemple, bah, je vais te retirer ta suite, je vais retirer l'écran, tu pourras plus regarder la télé, tu pourras plus jouer aux jeux vidéo. Ça, c'est les punitions du temps moderne, hein, de nos temps maintenant, hein. Mais ça ne sert à rien. L'enfant n'écoutera pas plus parce que vous lui avez retiré la suite. Au contraire, ça va créer une frustration. Il va pas se sentir bien, il va pas se sentir en sécurité, ça va pas être bien. Par contre, le sensibiliser, privilégier les explications, et du coup les conséquences naturelles de ses actes, hein. Pourquoi, voilà, comment dire? Bah, pourquoi, alors je te punis pas, mais voilà, les conséquences de ton acte. Voilà, ça c'est pour, créer un cadre sécurisant. On pourra en dire plus, hein, mais voilà. Par exemple, un exemple concret, ça va être une mère se plaint que son fils de 5 ans refuse de manger des légumes. Donc là, on va lui clarifier, heu, un exemple de cadre tout simplement clair en impliquant l'enfant, hein, d'ailleurs. Lui laisser le choisir entre plusieurs légumes. D'accord, donc là, déjà, on l'investit d'une mission, c'est lui qui va choisir. Donc du coup, il est responsable de son choix. Et on va le faire participer aussi à la préparation du repas. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est hyper, surtout pour la dégustation des légumes et puis pour apprécier les légumes, c'est bien de les faire participer au repas. Alors bien sûr, on va pas faire ça tous les jours, hein, je comprends avec le rythme et tout, mais quand on peut, on les fait participer et bien souvent, ben, en fait, le repas qui a été confectionné voilà, il est apprécié de l'enfant et en général, il le mange. Ne pas forcer, mais proposer régulièrement, hein, c'est important. Même s'il en a pas envie, que vous avez du mal, il faut de toute façon pas vous dire: «Ah bah tiens, tu n'aimes pas les lentilles, donc je ne fais plus de lentilles à mon fils». Non, je continue à faire des lentilles, je lui propose régulièrement et à un moment donné, il se peut que, bah, voilà, il goûte en fait le plat que vous lui avez préparé. Voilà, ça c'est aussi important, de l'entendre. Développer la confiance et l'estime de soi. Donc ça, c'est aussi comment dire? Une manière d'accompagner l'enfant vers l'autonomie et la responsabilité. Donc, un enfant qui se sent valorisé et soutenu ose prendre des initiatives. D'accord? Donc ce qu'il ne faut pas faire, éviter les comparaisons avec les autres enfants. Ça, c'est un chose surtout, surtout à ne pas faire. C'est de comparer, en fait, de comparer avec les autres enfants, mais ça peut être aussi le comparer avec ses frères et sœurs. Ça, il faut vraiment éviter de le faire, puisque en fait, chaque enfant est différent, chaque enfant, a sa propre personnalité, a ses propres capacités et surtout ne jamais comparer. Encourager les progrès, pas seulement les succès, hein. C'est ce que je disais un petit peu avec l'effort tout à l'heure et le résultat, c'est la même chose. On va pas on a tendance à toujours vouloir voir le résultat, mais en fait, il y a aussi, toute la partie progrès qui est intéressante. J'ai mangé, par exemple, je reviens sur le repas avec les légumes, j'ai mangé la moitié de mon assiette de légumes et ben, il faut l'encourager, il faut le féliciter parce qu'il a mangé la moitié. Effectivement, nous, on aurait voulu qu'il mange, l'entièreté de son assiette, mais il a quand même mangé que la moitié, donc c'est plutôt bien. Laisser expérimenter, c'est en se trompant qu'on apprend, d'accord? Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, plus il va se tromper, plus il va, se développer en fait, cette confiance qui va s'instaurer. Parce qu'en fait, il va tester par lui-même, en fait, il va expérimenter le fait de faire une erreur. «Ah bah, finalement, j'ai fait une erreur, mais en fait, au final, c'est pas si grave que ça. Ça passe, ça fait pas mal en fait et du coup, ça va lui permettre de développer une confiance et d'oser en fait faire des erreurs, d'oser, se tromper, d'oser prendre la parole, de prendre la parole en classe, d'oser donner son opinion, voilà, toute cette partie, hein, vraiment de confiance et d'estime de soi. Hem, voilà, je pense que j'ai tout dit à ce niveau-là. Alors, un exemple concret, par exemple, un enfant de 10 ans abandonne dès qu'elle n'arrive pas à faire ses devoirs, hein. Ça, j'en ai beaucoup, beaucoup qui sont dans cette situation-là. Alors ça peut être des devoirs, mais ça peut être aussi lors d'une évaluation. Finalement, c'est trop dur, je vais pas plus loin. Ça peut être aussi, voilà, toute tâche en fait, hein, qui peuvent être faites, hein. Ça peut être, par exemple, vous leur demandez de mettre la table: «Ah bah maman, c'est trop dur, j'y arrive pas», donc il va abandonner, des choses comme ça. Donc le conseil, c'est valoriser les efforts,
déjà en lui disant: «Tu as essayé, c'est ce qui est le plus important. Si tu as essayé et je suis quasiment sûre que tu peux y arriver et puis si tu n'y arrives pas cette fois-ci, tu vas y arriver la prochaine fois». Raconter un exemple personnel de difficulté surmontée. Ça, c'est hyper important, c'est de parler de vous, en fait, à votre enfant. Vous êtes leur exemple, vous êtes leur modèle et comme il est important de parler de ses émotions, il est aussi important de parler des difficultés et des réussites que vous avez, eues dans votre vie au quotidien, voilà, parler de leur présenter ce qui se vit. Hem Et aussi lui demander ce qu'elle pourrait essayer d'autre pour résoudre son problème, par exemple. Comment est-ce que, voilà, tu n'arrives pas à faire tes devoirs, comment est-ce qu'on peut faire? Quelle solution tu peux trouver? Est-ce que, tu as peut-être besoin d'un peu plus de ma présence? Est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un d'autre? Hem, voilà, du s explorer, trouver des solutions en collaboration avec votre enfant. Il est en capacité, en fait, de trouver puisqu'il se connaît aussi très bien et il sait très bien ce qui est bon pour lui. Et puis ça permet aussi de libérer un petit peu la parole. Qu'est-ce qui se passe avec ses devoirs? Qu'est-ce que, voilà, est-ce que tu as peur? Est-ce que tu te sens pas à la hauteur? Est-ce que tu penses que tu vas et alors j'ai beaucoup d'enfants qui se trouvent nuls, par exemple. Est-ce que c'est parce que tu as l'impression de te trouver nul ou est-ce que c'est parce que c'est des mathématiques et tu n'aimes pas les mathématiques? Voilà, ça permet vraiment d'ouvrir un dialogue, assez intéressant. Alors, troisième chose, c'est favoriser la prise de décision. Donc, dès le plus jeune âge, il est important d'encourager l'enfant à faire ses propres choix, des choix bien sûr adaptés à ses capacités. Donc, offrir des choix limités, on a vu ça, hein. Tu préfères lire un livre ou faire un puzzle, par exemple. Tu préfères manger, une pomme ou manger une poire. Enfin bon, voilà, vraiment, leur permettre de prendre des décisions, c'est important. Et surtout qu'ils se sentent impliqués dans cette décision, hein. On en pourrait très bien, dire: «Voilà, bah, ce soir, ça sera pomme» ou bien «Ce soir, ça sera, poire», ou bien «Demain, bah, c'est simple, demain tu vas lire une histoire» et alors que lui, il avait peut-être envie de faire un puzzle. Voilà, c'est vraiment, lui laisser le choix, c'est important de se sentir impliqué dans ses décisions. Le responsabiliser progressivement comme on l'a expliqué auparavant, c'est laisser gérer son agenda, ses affaires, vraiment, lui permettre de développer son sens des responsabilités. Ça va être sur plein de petites actions au quotidien. Vraiment, heu voilà, c'est des actions quotidiennes. Observez-vous. Observez à partir du moment où vous faites à la place de votre enfant ou bien vous rendez compte que vous êtes frustré parce que votre enfant ne le fait pas, posez-vous la question: «Pourquoi il ne le fait pas? Qu'est-ce qu'on peut changer pour que mon enfant ou mon fils ou ma fille, arrive à faire les choses tout seul?» Est-ce que je suis pas justement, en train de faire à sa place? Est-ce que justement je lui laisse pas assez d'autonomie? Il y a aussi ça, j'ai des parents qui ne laissent pas suffisamment d'autonomie à leur enfant, par crainte, par habitude, par envie que les choses soient super bien faites, par, souci de sécuriser aussi un petit peu le comment dire? Le le quotidien en fait, hein, le quotidien voilà, c'est clair, moi si c'est moi qui décide, bah, au moins je suis sûre que les choses seront faites comme moi j'ai décidé. Mais observez-vous en tant que parent, comment vous réagissez sur cette partie-là. Et la responsabilisation, elle est hyper, hyper importante. L'aider à assumer les conséquences de ses choix, sans punition excessive. Vraiment, vraiment, ça sert à rien. Les punitions, ça peut être, bah, je sais pas, ça peut être, parfois, c'est même peut-être les renvoyer dans leur chambre, «Est-ce que tu peux aller réfléchir à ce qui se passe?» Voilà, ça serait bon, quand je parle de punition, ça serait plus ça. Ça serait leur donner, l'opportunité finalement de réfléchir sur les conséquences de leurs choix ou les conséquences des choses qu'ils n'ont pas faites. C'est plus sur de voilà et puis après revenir, qu'ils reviennent vers vous, qu'ils puissent échanger avec vous sur ce qui s'est passé. Hem Alors, un exemple pour favoriser la prise de décision, un ado ne sait jamais quoi choisir en matière d'activité extrascolaire. Ça, c'est clair, il y en a plein, ils savent pas. Des fois, ils ne font plus rien parce qu'ils ne savent pas. Alors pareil, lui proposer une liste restreinte de choix, on peut proposer, hein, tu préfères le théâtre ou le sport? Voilà et du coup, ça peut amener aussi à une discussion entre vous. Pourquoi plus le sport? Pourquoi plus le théâtre? Ah mais peut-être parce que toi, finalement, tu as une bonne mémoire, tu aimes bien te présenter devant du public ou bien le sport, bah, tu as besoin de bouger. Voilà, ça apporte vraiment un dialogue. L'encourager à essayer sans pression.
Donc, c'est-à-dire, effectivement, s'il veut faire une activité extrascolaire, mais il ne sait pas trop si ça va lui plaire ou pas, eh ben, on peut toujours tester un cours, hein, ça c'est clair. Par contre, s'il s'engage, il est très, très, très important qu'il aille jusqu'au bout. C'est-à-dire, s'il fait un cours d'essai, qui dit: «OK, c'est bon, ça me plaît, je suis sûr, c'est ce que je veux faire». Si au bout de la deuxième et troisième séance, il vous dit: «Ah non, j'ai plus envie, ça m'intéresse plus, finalement j'aime pas», il est très important de rester sur son choix initial. Pourquoi? Parce qu'en sinon, en fait, il va faire ça avec chaque activité et il va pas pouvoir se stabiliser dans une activité et il sait pas en 2 ou 3 séances où on sait réellement, si l'activité va nous plaire ou pas et à un moment donné, au bout du troisième cours, il vous dit: «Ah maintenant, j'y vais plus». Dans ces cas-là, n restez, c'est le cadre, hein, justement, la stabilité, le cadre, restez ferme sur cette décision, tu choisis, tu y vas, tu continues et en fait, ça va l'aider, lui, déjà à comprendre que, bah, il a fait un choix, donc il assume les conséquences de son choix. Mais c'est surtout qu'en fait, quand il va faire face à, peut-être, peut-être un peu de stress ou bien, toutes ces choses qui ne lui plaisent pas, en fait, il va, acquérir, en fait, aussi une certaine résilience. C'est-à-dire qu'il va apprendre à développer des stratégies pour parler face à du public, pour accepter la frustration parce qu'il n'a pas le rôle qu'il souhaite, ainsi de suite. Donc c'est très, très important. J'ai beaucoup d'enfants qui arrêtent et les parents, autorisent l'enfant d'arrêter les cours. Non, 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 s'il vous plaît. Au moins qu'il s'engage sur l'année, il faut être clair avec lui. Si tu t'intègres à un cours, sauf cas exceptionnel, bien sûr, hein, il peut y avoir toujours des mais c'est important qu'il aille jusqu'au bout. L'aider à analyser les avantages et les inconvénients de chaque option, effectivement, hein, c'est-à-dire, OK, ben, on fait la part des choses. Tu choisis théâtre ou sport, tu peux peut-être pas faire les 2. Quels sont les avantages du théâtre? Quel est l'avantage du sport? Quels sont les inconvénients? Ça peut être d'un point de vue horaire, ça peut être d'un point de vue, investissement. Bref, faut en discuter de toute façon, avec lui. La discussion est primordiale. En gros, ce que tu nous dis là, c'est Oui, que, finalement, ils ont l'élan de départ pour s'inscrire à leur activité, quelque mmh, part, une certaine motivation à aller oui, s'inscrire, hein, parce que ça leur a plu et cetera oui, et que finalement, c'est la persévérance qui doit s'inscrire dans tout ça tout à fait. pour Mmh. voilà, l'objectif étant qu'il y ait une constance face aux défis, finalement. Oui, tout à fait, oui et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur quelque chose, que je rencontre souvent, suite à des bilans psychométriques ou suite à des entretiens avec des enfants, mais aussi des ados. C'est la persévérance en cours. En fait, quand, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'enfants, en fait, qui vont pas avoir justement, cette motivation à s'impliquer dans les cours, à vouloir travailler, ah bon, le terme des jeunes maintenant, c'est: «J'ai la flemme, j'ai pas envie de travailler, ça m'intéresse pas». Bon, effectivement, il y a la notion de sens, mais ça, c'est un autre sujet, mais j'ai pas envie, j'ai pas en alors qu'ils ont des compétences, il y a pas de souci, mais ils ont pas envie de s'investir et ils se disent: «Mais quelle est la solution?» parce que moi, je reçois les parents ou en bilan, en conclusion de bilan, en restitution de bilan. Mais quelle est la solution face à un enfant qui ne veut pas s'investir dans un apprentissage, quel que soit, hein, et comment je fais? Et en fait, ils ont l'impression que la motivation, elle va arriver comme ça. La motivation, elle va tomber du ciel. Et puis du jour au lendemain, bah, mon enfant ou même l'enfant lui-même ou l'ado va dire, bah, je suis pas motivé, mais comment je dois faire pour être motivé? En fait, faut savoir que la motivation intrinsèque, elle vient pas comme ça, elle surgit pas. En fait, la motivation intrinsèque, la motivation d'accomplir quelque chose, elle va venir avec, justement la stabilité, l'organisation, la planification, avec, la résilience, mais surtout la rigueur. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, un enfant ne veut pas travailler ses cours de maths, il dit: «Ouais, non, ça m'intéresse pas, j'ai pas trop envie et tout». Mais on sait que, bah, voilà, pour son avenir, il a besoin quand même, de consolider cette matière et tout ça. Mais je fais comment? Je suis pas motivée. Bah, écoute, tu es pas motivée, il va falloir que quand même tu t'organises. Donc on va mettre en place un planning clair de révision des maths. Donc tous les soirs, tu sais ce que tu vas faire, tu vas relire tes leçons, tu vas faire tes exercices, tu vas regarder des vidéos sur YouTube pour renforcer tes compétences et comprendre vraiment ta leçon et il y a une régularité avec un planning fixé, visuel qui est présent et il faut qu'il y ait de la rigueur.
Et la motivation, elle arrive quand? Elle arrive quand cette rigueur est installée, quand ce planning est structuré et honoré et respecté et que les résultats arrivent. La motivation, elle arrive quand on se rend compte que, bah, en fait, tout ce qui a été mis en place, même si ça a été dur, même si ça m'a demandé beaucoup d'efforts parce que j'avais vraiment pas envie, je préférais aller jouer à la console. Mais finalement, j'ai réussi. Finalement, je l'ai fait. Ça peut tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, hein, pour changer des habitudes, pour vraiment intégrer un nouveau mode de fonctionnement. Et la motivation va venir parce que finalement, les notes remontent. On a les notes, on a les félicitations des professeurs, on a les encouragements des parents et la valorisation qui revient. Et puis même de lui-même, cet enfant va se sentir fier de lui. Il y a la fierté qui est là. Et ça, c'est hyper important de comprendre en fait. Une motivation, elle ne vient pas toute seule. Elle vient en passant à l'action. C'est l'action qui va amener à trouver la motivation à faire les choses. Ouais, Pareil pour une activité extrascolaire. qui va susciter l'intérêt personnel finalement. Ah, oui, c'est ça. C'est soutenir la gestion des émotions, des frustrations, bah, ça, c'est pareil, hein, ça fait partie vraiment, de l'accompagnement de l'enfant. Donc apprendre à reconnaître et à réguler ses émotions. Donc reconnaître ses émotions, c'est les nommer. Alors maintenant, on travaille beaucoup sur les émotions, au sein des écoles, même sur, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose à travailler avec vos enfants en bas âge, mais aussi avec les grands. Savoir exprimer ce que je vis à l'instant. Je suis dans l'écoute, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, et ben, accompagnez votre enfant pour qu'il puisse mettre un nom sur l'émotion qu'il vit. La colère, on peut avoir les émotions de base, on peut avoir et puis, peut-être aller chercher aussi le besoin qui n'est pas, comblé. En général, quand il y a une émotion qui est exprimée, il y a toujours un besoin qui n'est pas comblé. D'accord? Et du coup, votre enfant va aller chercher, cette émotion qu'il vit et vous, avec votre accompagnement, vous allez la nommer et vous allez lui permettre, en fait, de déposer cette émotion et de surtout la vivre. Elle va être possible, en fait, elle est présente, elle est là. On est conscient qu'elle est présente, elle est là. Et donc c'est hyper important d'entendre ça et de lui permettre, en fait, de déposer ça. Ensuite, pour l'expression des émotions, bah, effectivement, il y a plein de solutions. Il y a toute la partie respiration, expression artistique, le dialogue, il y a l'écriture, il y a, enfin, il y a beaucoup de solutions, hein, maintenant pour l'expression des émotions. Hem Ne pas éviter toutes les frustrations. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que, d'un point de vue émotionnel, effectivement, j'ai pour habitude d'entendre des parents qui vont dire: «Ah oui, mais non, on veut pas qu'il se mette en colère, on veut surtout pas qu'il soit par exemple, aussi triste, on veut pas provoquer en fait, une émotion chez lui». Sauf que, mais non, en fait, il faut qu'il se construise avec ses émotions et il sera de toute façon toute sa vie confronté à ses émotions. Donc, ça sert à rien d'éviter toutes les frustrations. Par exemple, il va falloir qu'il apprenne à patienter et à persévérer. J'ai eu le cas, tiens, cet après-midi, ce matin, je reçois un enfant en rendez-vous et dès qu'il arrive, en fait, sa maman nous laisse et il dit à sa maman: «J'ai faim» et sa maman lui dit: «Bah, écoute, il était, 11 heures». Il lui dit: «Encore, c'est pas le temps» et en fait, cet enfant avait dans l'idée de manger des pop-corn. Et savoir pourquoi il adore les pop-corn et sa maman, pour lui faire plaisir, lui fait des pop-corn le mercredi. Sauf qu'il était obnubilé par cette idée et l'entretien que j'ai eu avec lui, qui a pas duré très longtemps, a été, parasité par cette envie, en fait, de manger. Hem, il a fallu que je lui explique que c'était pas très grave s'il était pas content. Que c'était pas très grave s'il allait pas manger ses pop-corn tout de suite et qu'il allait effectivement devoir patienter. Il allait devoir attendre puisque là, pour l'instant, on était en entretien, qu'on avait des choses à se dire, qu'on avait des choses à travailler ensemble, que sa maman, elle était pas en mesure de toute façon de lui proposer ses pop-corn tout de suite et qu'il fallait que même s'il avait la sensation de faim, qu'il était frustré, qu'il fallait qu'il patiente. Au départ, il était pas content et puis à un moment donné, je lui dis: «Écoute, c'est comme ça et pas autrement». Le cadre était posé et là, on a pu travailler ensemble.
Voilà. Ça, c'est vraiment important, d'oser en fait, hein, d'imposer, et puis de voir vos enfants frustrés, moi. Je dis plus un enfant est frustré, c'est un peu comme l'ennui, mieux c'est en fait, parce qu'il fait face à ses émotions. Donc voilà. Un exemple concret, un enfant de 7 ans pleure à chaque fois qu'il perd un jeu de société, par exemple. Bah, voilà, il est frustré parfois, j'ai certaines familles qui vont faire en sorte qu'il gagne toujours. Bah, non, en fait, c'est pas comme ça qu'il va se construire. Il faut qu'il lui expliquer effectivement que perdre fait partie du jeu et que l'important effectivement, c'est de s'amuser, d'être en famille, de partager. Et montrer comment il peut gérer aussi cette frustration. Alors par une respiration calmement, par, le fait qu'il aille, peut-être faire un petit tour, qu'il aille, voilà, se dégourdir les jambes, des choses comme ça. Et puis bien sûr, valoriser le fair play: «Tu as bien joué, c'est super», de féliciter l'autre quoi, de montrer que, eh ben, l'autre a le droit aussi de gagner. Il n'y a pas que lui qui gagne et que, bah, l'autre aussi a le droit de gagner et c'est comme ça, c'est le jeu. Alors, dernière chose, c'est adapter son rôle au fil des âges. C'est-à-dire le rôle du parent va évoluer avec le temps. Hein, il faut savoir qu'effectivement, l'enfant évolue, mais le parent évolue aussi dans son accompagnement. Quand ils sont petits, de 0 à 6 ans, on est plus là pour les protéger et les guider. Hein, on est vraiment dans la protection, dans la guidance. 6-12 ans, on va les accompagner, les encourager. D'accord? Et les 12-18 ans, on va plus les conseiller, leur faire confiance. Voilà. Bien sûr, alors astuce, faire évoluer les règles progressivement pour éviter les conflits. Effectivement, ne dites pas: «Bah, voilà, maintenant tu as 6 ans, ça y est, tu as l'âge pour, faire telle chose» ou bien pour ne plus faire telle chose. Et bah, là, effectivement, bah, effectivement, vous êtes sûr d'être confronté à une frustration et peut-être une colère ou un conflit parce que l'enfant va pas comprendre. Il faut que ça soit accompagné, expliqué et puis, encouragé aussi. Un exemple concret, un parent veut tout contrôler dans la vie de son ado, choix de ses amis, de ses études, de ses vêtements. Le conseil qui est donné, c'est d'accepter que l'ado doit expérimenter pour apprendre, hein. Ça, il faut qu'il expérimente, voilà. Il a choisi, par exemple, ses vêtements, bah, ça vous plaît pas, mais lui, il a besoin de se connaître, et puis il a envie de mettre, je sais pas, du rose alors que c'est un garçon, bah, il va expérimenter, de porter du rose. C'est très joli d'ailleurs, du rose chez un garçon. Mais il va expérimenter en fait cette tenue face à ses camarades. Donc voilà, il va évaluer lui-même ses choix vestimentaires. Ça peut être aussi passer d'un rôle de guide à celui de conseiller, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais te conseiller. Tu n'es pas obligé de faire ce que je te propose, mais par contre, je vais te conseiller. Écoute, moi, voilà, dans cette situation, j'aurais fait ci, dans cette situation, j'aurais fait comme ça. Et parfois, effectivement, poser des questions ouvertes plutôt que donner des ordres. Ça permet en fait à l'enfant de se sentir, aussi responsable et investi dans le choix qu'il doit faire ou dans les décisions à prendre. Lui laisser des espaces de liberté tout en maintenant un dialogue ouvert. Ça, clairement, voilà, c'est important. Le dialogue est important et la liberté aussi, est très importante chez les ados. Alors, les piliers cachés, du développement de l'enfant, on va faire rapidement. Il y a le jeu, le sommeil, les habilités, sociales. Alors, l'impact du jeu sur le développement de l'enfant, le jeu est un élément important, hein, sur le développement de l'enfant. Il y a d'ailleurs beaucoup, d'ailleurs vous le voyez, hein, sur les premières années d'école, c'est beaucoup de jeux, on utilise le jeu, hein, pour évoluer, pour, toute la partie développement cognitif, émotionnel et social. Voilà, tout passe par le jeu. Il y a beaucoup d'enseignants, même, plus tardivement, en fait, utilisent toujours le jeu pour intégrer l'enfant et puis l'enfant aime ça, donc il apprend plus facilement. Donc à la maison, ça c'est possible, hein, de passer par le jeu. Je pense par exemple, apprendre ses tables de multiplication, ça peut passer par le jeu. On est à table, on s'amuse, ça peut être aussi des mots de vocabulaire, apprendre des mots de vocabulaire, tout peut passer par le jeu. Sans être, dans la comment dire? Dans la formalisation en fait, dire: «Ah bah tiens, on va jouer à ça». Non, ça peut être de jeux au quotidien, au moment d'un repas, au moment d'un échange, au moment d'une balade, ce que je conseille beaucoup sur des enfants qui ont par exemple des soucis avec la lecture, hein, où la fluidité est pas là, où ils ont du mal à déchiffrer, c'est je leur dis: «Bah voilà, quand vous vous baladez avec votre enfant, faites un jeu, demandez-lui par exemple d'essayer de discriminer le plus rapidement tout». Alors ça peut être, de lire tout ce qu'il va observer. Donc ça peut être un jeu, c'est-à-dire il va lire les enseignes des magasins, il va lire, les plaques, des professionnels, quand sur le devant des bâtiments, enfin tout ce qu'il peut déchiffrer.
Voilà, ça va être un jeu entre vous, donc ça peut être intéressant et tout est possible. Je vous ai donné là différents, types de jeux, hein, par catégorie d'âge, hein, donc les jeux sensoriels pour les plus petits, les jeux symboliques, hein, pour les 3-6 ans, jeux de société, jeux de construction pour les 6-12 ans et ensuite effectivement sur les 12-18 ans, on va être plus sur des jeux stratégie. Voilà. L'importance du sommeil, ça c'est hyper important, parce que malheureusement, j'en vois beaucoup des enfants qui ne dorment pas assez ou qui n'ont pas des nuits, sereines et du coup ça impacte énormément, leur journée. Avec un mauvais sommeil, bah, il y a de l'irritabilité qui s'installe, il y a des troubles de l'attention, des baisses de performance scolaires et le sommeil, permet aussi la consolidation, hein, de tout ce qui est appris, en journée. Je vous ai mis rapidement, c'est en moyenne, hein, en moyenne, il y a des enfants qui dorment plus et moins, mais il faut quand même essayer de respecter, le nombre d'heures par jour. Par nuit plutôt. Attention sur nos enfants, nos ados qui dorment pas assez à cause des jeux téléphones. S'il vous plaît, pas de téléphone le soir et pas de jeux vidéo. C'est hyper important, faut vraiment retirer ça parce que vraiment c'est vraiment néfaste pour eux, parce qu'en fait, ils s'endorment pas correctement et du coup, toute la consolidation qui doit être faite dans la journée ne se fait pas correctement. Ni les séries sur la tablette. Voilà, ni les séries sur la tablette, mais bien sûr tout, oui, oui, tout ce qui est écran. Privilégier les livres. Je sais qu'il y a certains enfants qui n'aiment pas lire, mais ça peut être une lecture partagée, ça peut être, une lecture découverte, pour la lecture, moi, je conseille vraiment aux enfants d'aller, je les rends d'ailleurs responsables, hein, j'en parle même pas aux parents. Je dis: «Mais tu sais que tu peux aller dans une médiathèque, tu vas aller explorer les livres, tu vas choisir, les thématiques que tu aimes. Est-ce que tu préfères, des aventures? Est-ce que tu préfères plutôt, des enquêtes policières ou bien, plutôt des documentaires?» C'est à l'enfant d'aller explorer ce qu'il aime au niveau lecture, hein. Et puis je lui dis: «Bah, voilà, tu choisis, tu en prends un de chaque et puis tu rentres à la maison, tu vois et ce qui te plaît, il faut que tu lises au moins». Et pareil, c'est comme l'histoire de la motivation, c'est-à-dire votre enfant n'est pas motivé à lire, mais il va pas être motivé parce que la motivation va pas arriver comme ça. Mais si progressivement, il va lire peut-être, une 2 lignes, 3 lignes, une page et au fur et à mesure, il va intégrer l'histoire, il va apprécier, il va avancer et la motivation va à venir en passant à l'action, en faisant les choses, clairement. Conseils pratiques, les petites routines apaisantes, les lumières tamisées, éviter les écrans, la lumière bleue, fixer des horaires régulières, même le week-end. Voilà, même s'il peut y avoir des exceptions. Et le dernier, c'est l'apprentissage des habilités sociales et des relations aux autres. Donc, c'est toute la partie justement, interaction, avec les autres, que ça soit en famille ou à l'école ou plus tard dans le monde de travail. C'est important, les habilités sociales, c'est vraiment ce qui nous permet de mieux gérer les conflits, de favoriser l'empathie, d'être en interaction avec l'autre, de découvrir sa capacité de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, de comprendre l'autre. C'est toute cette partie, voilà, qui nous permet en fait de rentrer en contact avec l'autre, être un être social. Ça aide aussi à prévenir l'isolement, le harcèlement scolaire ou la difficulté à s'intégrer. Les conseils pratiques pour les 0-3 ans, c'est encourager l'imitation et les jeux à plusieurs, hein, donc ça, c'est vraiment leur âge. 3-6 ans, c'est apprendre à attendre son tour, partager et dire merci, hein. C'est les habilitations, voilà, les plus basiques, mais bon, ça, c'est juste des exemples. 6-12 ans, ça va être enseigner la gestion des conflits et l'importance de la coopération. Dans les 6-12 ans, justement, c'est à ce moment-là où, sur certaines écoles, il peut y avoir aussi, c'est pas des tuteurs, c'est des médiateurs. Voilà, pour gérer des conflits, voilà, on instaure, un système de médiation et c'est les enfants qui sont responsables de la médiation entre 2 camarades. Et pour les plus grands, on va avoir 12-18 ans, apprendre à exprimer ses opinions avec respect et à reconnaître les relations toxiques. Ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que je m'exprime, avec respect vis-à-vis de l'autre, ainsi de suite, mais aussi se rendre compte et savoir évaluer, en fait, ce qui est bon pour moi ou pas. Voilà. En conclusion, l'autonomie et la responsabilité ne se décrètent pas, hein, elles s'apprennent progressivement dans un climat de confiance et de bienveillance. Donc accompagner un enfant vers l'autonomie, c'est lui donner les outils pour qu'il puisse prendre confiance en lui, apprendre de ses erreurs et à développer un sentiment de responsabilité. Les encouragements final, c'est tout simplement vous dire que chaque enfant est unique. L'important est de respecter son rythme, de l'accompagner avec patience.
C'est ce que je disais au tout début aussi, c'est qu'un enfant ne va pas évoluer de la même façon. Par exemple, vous avez une fratrie, c'est pas parce que sa sœur, elle a fait ça à tel âge que le petit frère doit faire la même chose. Chacun évolue à son rythme, à sa manière. Il faut vraiment aussi, voilà, savoir les accompagner avec patience parfois. Il y a pas de perfection en matière d'éducation, d'accord? Ça, faut le savoir aussi. On fait tous des erreurs, on est tous, en train de tester, d'essayer et puis on apprend aussi, hein, voilà, chaque pas compte et l'important c'est d'avancer avec bienveillance. Bienveillance pour vos enfants, mais bienveillance aussi envers vous-même. Ne soyez pas, ce qui est intéressant en fait, c'est de faire un, comment dire? Un retour sur soi en fait, comment vous vous sentez en fait avec vos choix, vos choix éducatifs, mais aussi vos choix de tous les jours au quotidien. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est en accord avec, ce que vous voulez transmettre à vos enfants? Est-ce que c'est en accord avec qui vous êtes? Et du coup, être bienveillant envers soi. On n'est pas, voilà, pour les mamans, on n'est pas des Wonder Woman, pour les papas, on n'est pas des Superman. On peut pas tout gérer, on n'est pas voilà, même si on tend à vouloir faire, c'est normal qu'on n'y arrive pas parfois et qu'on soit fatigué et qu'on n'est pas en mesure d'assumer. Pareil pour le cadre, parfois on arrive à le tenir, des fois on n'arrive pas à le tenir parce qu'on est trop fatigué, on est malade, c'est pas grave, on peut lâcher, pendant une journée. Mais par contre, pas pendant une semaine parce que là, les habitudes elles reviennent. Mmh. Mais au moins, soyons bienveillants avec soi-même. Voilà, session questions-réponses. Heu, juste avant de revenir sur les questions, Orlin, si tu me le permets, Oui. je présente les bonus. En fait, j'aime beaucoup donner, en fait, moi, des conseils. C'est ce qui me plaît, hein. C'est pour ça que je fais de la guidance familiale et du coup, je vous ai mis, plusieurs questions éventuellement qui sont posées fréquemment par les parents et parfois par des professionnels avec des conseils rapides. Vraiment, voilà, il y en a une petite vingtaine, je crois, j'en ai mis 20. Vraiment, c'est vraiment pour, ça peut peut-être répondre à certaines de vos interrogations si elles sont pas, si vous les posez pas ce soir. Voilà, ça peut être intéressant et puis sur la fin, je vous ai mis des livres recommandés. Voilà, des petits livres, intéressants. Voilà, voilà, je suis à vous, s'il y a des questions. Ben merci beaucoup Sophia, c'était vraiment, un temps riche, on a eu beaucoup, beaucoup d'informations. Bon, Voilà, je vous rappelle que votre service ICF est à votre disposition, au sein de vos établissements scolaires, mais aussi au niveau départemental pour répondre à vos questions. Encore mille merci Sophia, merci Stéphanie, merci merci Benoît, merci à vous toutes et tous et puis, ben voilà, je vous donne rendez-vous le 25 mars. À très bientôt. bien. Merci, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.